Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Histoire de passer le temps que nous vous offrons aujourd'hui, tel un cadeau de Noël juste à temps pour les longs trajets des fêtes. Nous serons ensemble pour 2 heures, programme double donc, et peut-être que pendant que vous êtes en trajet de route vers votre réveillon en Abitibi, eh bien nous sommes ici pour vous dans le studio de Choc. Amélie Roy-Bergeron au micro et je suis entourée pour l'occasion d'une ribambelle de chroniqueurs qui vous ont préparé des petites chroniques thématiques sur le sujet du jour, l'Acadie. Donc, émission spéciale Acadie aujourd'hui. Donc, nous allons commencer avec la création de l'Acadie et l'ambiguïté de ses frontières avec Jérémy L. Saint-Louis, qui est étudiant à la maîtrise en histoire ici à l'UQAM. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Ensuite, je vais prendre le relais. Je vais sortir de mes chaussures d'animatrice pour faire une chronique sur la déportation des Acadiens qui s'est produite entre 1755 et 1763. Ensuite, allô moi. Ah, bonjour. Je me disais pas allô, tu comprends? Ouais, c'est correct. Et ensuite, nous recevons une invitée spéciale pour l'occasion, Alicine Blacquière, étudiante à la maîtrise en histoire à l'Université Laval. Bonjour Alicine. Bonjour. Tu vas venir nous parler des réfugiés acadiens de la baie des Chaleurs qui ont donc fui la déportation. S'agit-il de ton sujet de maîtrise? Pas mal, oui. En fait, je travaille sur les Acadiens de la baie des Chaleurs au 19e siècle. Donc, grosso modo, c'est ce que je vais couvrir aujourd'hui. Excellent. Ensuite le micro marche le encore, micro marche encore? On a l'impression que ça a OK. Ensuite, je vais passer le micro à Antoine Brousseau-Desaulniers, doctorant à l'UQAM ici, et il va venir nous parler des symboles et des institutions du tournant du 19e et du 20e siècle. C'est exact. Bonjour. Joyeux Noël à tous. Ensuite, David Girard sur le renouveau littéraire des années 60 et 70 en Acadie. Oui. Bonjour. Et enfin, nous allons conclure avec Cassandre Roy-Drainville qui termine incessamment sa maîtrise en histoire ici à l'UQAM. Tu vas venir nous parler des Acadiens du Madawaska. Ben oui, je termine la choc.ca, histoire de passer le temps, avec une chronique sur le Madawaska, dont personne sait c'est quoi en fait. Bon, on va le savoir dans 2 heures environ, Exact. On va y arriver. Et avec nous aujourd'hui, pour l'occasion, nous avons Gabriel Thériault à la régie. Bonjour Gab. Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui, certain. Et c'est parti pour 2 heures et on va commencer tout de suite avec Jérémy et les origines de notre sujet principal du jour. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est l'Acadie? Tout d'abord, le nom, l'origine du nom, en fait, c'est un explorateur italien qui a exploré dans les premiers la côte est du continent américain, qui se nommait Giovanni Verrazzano. Et en fait, quand il s'est promené, il a navigué sur les côtes où aujourd'hui on appelle l'Acadie. Il trouvait ça tellement riche, tellement vert, tellement beau que ça lui a rappelé l'Arcadie de la Grèce antique, qui serait un lieu de richesse naturelle exceptionnel. Alors voilà pour l'origine grecque du mot Acadie. Ensuite, c'est quoi l'Acadie physiquement? Donc, c'est un espace géographique, mais qui est difficile à cerner. C'est surtout repérable selon les traditions culturelles, la langue française, la religion catholique et la vie rurale que les gens font en Acadie. Donc, l'agriculture et la pêche, évidemment. Donc, tu es en train de nous dire que les frontières, il y a pas dans le fond, les frontières géographiques sont changeantes et difficiles à cerner, donc on peut pas définir précisément un territoire qui serait notre objet d'étude. Non, exactement. En fait, tout au long de la période de ce qu'on va appeler l'Acadie ancienne, ça change à plusieurs reprises. Hein. L'Angleterre et la France vont s'échanger la direction, la maîtrise de ces lieux-là. Donc, c'est plus facile à repérer en fonction de la culture plutôt que d'une géographie politique et officielle. Donc voilà, justement, les frontières, si on se fie à ça, la culture, la langue, la religion, on peut identifier un archipel de communautés qui est concentré principalement au nord et au nord-est du Nouveau-Brunswick, également au sud-est, aux 2 extrémités de la Nouvelle-Écosse et sur une partie de l'île du Prince-Édouard. Ça, c'est la grande concentration, si on veut, mais aussi des groupes qui vivent au Québec, comme on va le voir aujourd'hui, et ailleurs en Amérique, notamment en Louisiane. Donc voilà pour un petit portrait global de l'Acadie.
Donc, la fondation, maintenant. En fait, le premier Européen à découvrir du point de vue européen cet espace-là, c'est Jacques Cartier, dans son premier voyage en 1534, qui a donc navigué sur cet espace-là, comme je viens de dire, mais il a également rencontré des Autochtones, notamment des Micmacs. Donc, ça serait le premier contact officiel, si on veut. Mais il faut attendre en 1604 pour avoir une première tentative d'hivernation, donc aussi de créer une habitation permanente. C'est Pierre Dugas-Desmonts et notre cher Samuel de Champlain, en fait, qui vont faire la tentative. Avec 80 colons, ils vont essayer de passer l'hiver sur l'île Sainte-Croix, sur la rivière du même nom. Et ça va être un désastre absolu. À peu près la moitié des colons vont mourir du scorbut pendant l'hiver. Il n'y avait pas assez de ressources. L'hiver était beaucoup plus mordant qu'ils croyaient. Donc, c'est pas une très bonne expérience. De façon, la rivière Sainte-Croix, c'est une rivière qui rentre dans le continent, là, à partir de la baie des Chaleurs. Ouais, c'est ça, exact. Juste avant la baie de Fundy ou la baie française, comme ils disaient à l'époque. Alors voilà pour la première tentative. Ensuite, on va tenter une nouvelle place. On va donc aller où la ville, où on va fonder la ville, de Port-Royal, qui va devenir la capitale de l'Acadie. Aujourd'hui, c'est Annapolis, Royal. Donc, voilà pour la petite histoire de la première fondation. Oui. Port-Royal, dans le fond, devient le premier lieu d'établissement francophone permanent en Amérique. Oui, mais c'est contesté. D'ailleurs, il y a des disputes historiennes à ce sujet-là parce que le rythme de la colonisation est vraiment pas égal. L'intensité change beaucoup. Donc, il y a des gens qui considèrent que c'est pas une habitation qui est complètement permanente. Comme Québec, par exemple, il y a toujours au moins quelques individus qui y vivent. Mais ça serait la première, disons, tentative qu'on pourrait dire sérieuse. Parfait. Alors voilà, Port-Royal est fondé en 1605. C'est propice au peuplement parce que, il y a des terres arables. C'est plus facile à défendre parce qu'il y a beaucoup de relief autour. Et donc, c'est pratique pour les navires et l'agriculture. Il faut noter également que les Acadiens vont drainer, irriguer beaucoup de marécages pour faire de l'agriculture. Et c'est un trait qui est important là, dans les caractéristiques acadiennes. L'Acadien, c'est un bon irrigateur. Oui, exactement. Alors, cette Acadie-là est aux marges de l'Empire français, qui est la Nouvelle-France. Donc, la Nouvelle-France, on la qualifie souvent d'un géant au pied d'argile, parce que c'est un immense territoire qui s'étend à l'est donc de l'Acadie, jusqu'au sud du fleuve Mississippi, en Louisiane. Ça fait une genre de forme de croissant qui englobe, si on veut, les 13 colonies anglaises. Donc, outre un réseau de forts qui suit les différents cours d'eau qui permettent les communications, c'est un espace qui est peu peuplé en termes européens. Et puis, donc, c'est surtout, la population se concentre surtout entre Montréal et Québec. Donc, si on parle d'extrémité, la Louisiane en serait une, la baie d'Hudson en est une et l'Acadie en est une autre. Pour illustrer cette faible population, donc en 1671, dans le premier recensement, on calcule à peu près 400 personnes en Acadie, ce qui est très peu, et en 1701, on est rendu à 1400, donc une petite population. Gros party en Acadie. Ouais. Ça brasse. Donc, tout le monde se connaît. Donc, la colonie qui est éloignée du centre administratif et militaire qui est Québec. Donc, c'est plus difficile pour les communications et la défense. De fait, on peut qualifier cet espace de marge. En fait, c'est une marge de l'Empire français, si on veut. Les marges, les marques en allemand à la base, c'est un concept territorial qui vient du Moyen-Âge. Et, dans le monde germanique, ça signifierait des terres collectives plus ou moins incultes en bordure des territoires claniques. En France, à l'époque carolingienne, c'est une zone périphérique d'un État mal soumise ou menacé par un État voisin. Dans ce cas-ci, c'est voisin, donc des colonies anglaises. Boston est pas très loin, donc il y a vraiment une menace importante. Pour illustrer cet aspect-là du début de l'histoire acadienne, je vais vous mentionner quelques conflits qui ont marqué les premiers temps donc de la colonie. Pourquoi il y a des conflits d'ailleurs en Europe, pas en Europe, pardon, mais en Amérique du Nord? D'une part, c'est parce qu'on veut limiter le commerce ou concurrencer le commerce de ses adversaires, on veut limiter leur expansion, et essentiellement, les luttes géopolitiques européennes ont une répercussion jusqu'en Amérique du Nord. Donc, un premier conflit,
C'est dès 1613, on a parlé de la fondation en 1605, donc pas très longtemps après, il va y avoir une première invasion anglaise, si on veut, et on va brûler les établissements français qui sont installés dans le coin de Port-Royal. Donc la colonisation française, ça va être assez lent au début, il faut attendre les années 1630 pour avoir une intensité un peu plus marquée. Ben, c'est sûr que si tout est toujours à recommencer parce que tu te fais brûler ta maison que tu viens juste de construire, ça ralentit les efforts. Ça aide pas, en effet. Puis en plus, ben il faut être capable de faire la conquête de l'espace. Hein. Donc on parlait d'irriguer tantôt, de faire le drainage des marécages. Et l'hiver est pas facile non plus dans la péninsule acadienne. Pas la meilleure saison pour irriguer, mettons. Non plus. Alors, un deuxième exemple, c'est, là, je vous dis, donc en 1613, on a une première invasion, les Français s'en remettent, mais en 1654, on va avoir une deuxième attaque des forces anglaises. En fait, ça va durer jusqu'en 1670 où l'Acadie ne sera plus dominée par la France, mais bien l'Angleterre. Donc, en fait, c'est un officier anglais dans le cadre de guerre avec la Hollande, donc l'Angleterre et la Hollande. Ils vont envoyer un officier du nom de Sedgwick, et qui va, lui, être supposé aller faire des attaques contre les établissements dans le coin de New York, qui sont hollandais. Mais quand il arrive en Amérique, à Boston, il se fait dire que la paix a été signée entre la Hollande et l'Angleterre. C'est moins instantané que maintenant. Ouais, hein, non, il n'y avait pas les satellites qui n'étaient pas encore rendus. Ça. Fait que à ce moment-là, en fait, lui, il y avait déjà ses ordres, donc il a quand même décidé d'aller attaquer les établissements français à titre de représailles parce que les Français avaient engagé des corsaires pour attaquer la flotte anglaise, grosso modo. Donc, ce Sedgwick, Sedgwick, en tout cas, que je prononce certainement mal. Est résolu d'user ses pouvoirs pour assurer à la Nouvelle-Angleterre et au protectorat les riches ressources qu'offrait l'Acadie pour l'industrie de la pêche et le commerce des fourrures. Donc voilà, il va aller avec une petite flotte, il va quitter Boston le 4 juillet avec 170 hommes et 3 navires. Il va mettre 10 jours à atteindre la rivière Saint-Jean. Il va retrouver le dirigeant français, un certain Latour, qui est dans son fort. Et Latour, qui a seulement 70 hommes pour défendre la colonie et très peu de matériel militaire, va finalement simplement abandonner. Et donc, les Anglais vont prendre la colonie pour un bon bout de temps. Alors, un autre problème, hein, donc je disais en 1670, grâce à un traité, l'Angleterre va rétrocéder à la France ses territoires en Acadie. Oui, parce qu'en fait, souvent, ils gagnaient un territoire, mais la guerre se décidait autrement en France, donc en Europe, donc ils perdaient ce qu'ils avaient gagné concrètement ici. Oui, en fait, le but, généralement, c'était de faire la conquête de plus de territoires possible parce que ça donnait un point important aux négociations. Mais donc, souvent, en Amérique, on chicanait des territoires et ils revenaient après la guerre dans les mains là, du maître original. Oui, voilà. Donc, c'est le traité de Breda qui va redonner l'Acadie à la France à cette époque-là. Donc, une autre guerre, c'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui a lieu en France à ce moment-là, en Europe généralement, en fait, pardon. Et qui est en fait une réponse aux politiques expansionnistes du roi Louis XIV, des royaumes européens menés par l'Angleterre, qui vont essayer de contrer cet expansionnisme français. Donc, une fois de plus, ça a une répercussion jusqu'en Acadie, jusqu'en Amérique du Nord. Cette fois, c'est l'amiral William Phipps qui va, avec sa flotte, prendre l'Acadie, encore une fois. Cette fois, par contre, lui, il va aller jusqu'à Québec pour tenter de faire la prise de Québec. Il y a 2 tentatives avant la conquête de 1759. Ça va être un échec, mais il réussit à capturer l'Acadie. Donc, c'était lui qui était responsable de l'invasion qui passait par l'Atlantique et puis ensuite qui s'était supposé rentrer dans le fleuve Saint-Laurent. Et il a noté dans son journal qu'après avoir pris possession du fort de Port-Royal, ils ont, faut souligner que c'est des protestants, donc des luttes également religieuses qui sont au-dessus de tout ça. Donc, Phipps relate qu'ils ont abattu la croix, pillé l'église, descendu le maître-autel, brisé leurs images religieuses. Et le 23 mai, il ajoute « Nous avons continué à piller sur terre et sur mer et aussi sous la surface du sol dans leur jardin. » Bref, ils ont vraiment... Ils ont tout... Ils ont passé au peigne fin la zone.
Donc voilà. C'est pas gentil. Exact. Donc c'est vraiment là un espace qui est tout le temps au milieu des contestations et c'est assez déchirant pour les populations qui y vivent. Hein. Et puis il y a également un certain sentiment d'autonomie ou d'indépendance qui apparaît chez les Acadiens parce que souvent, que ce soit la couronne française ou anglaise, ils peuvent peu s'impliquer dans le développement de la colonie en Acadie à cause notamment de la distance et des conflits que je vous parle. Donc les Acadiens se sentent déjà un peu dans une situation, on pourrait dire, qui est différente là, du reste du Canada qui appartient à la France à cette époque. Puis en fait, peu importe qui est propriétaire du sol, les Français ou les Anglais, au final, concrètement, ça change pas grand-chose. Ça change pour eux. peu, ouais. C'est plus comme militaire. Il y a quelques militaires qui arrivent puis qui prennent. Ouais, ben l'administration est forts. concentrée à Port-Royal. Mm-hmm. Donc les gens qui habitent à plusieurs jours de là, dans des terres qui sont en train de défricher. Ils savent même Ils voient pas. pas. Exactement. Il y a très peu de contacts. Hein, et je répète, mais Port-Royal, c'est quand même très petit. Là. C'est quelques maisons, quelques magasins, le fort, etc., une église. Donc c'est pas une grande ville. Alors, ça continue, les conflits, ça ne finit pas. Et il y a la guerre de succession de l'Espagne. Hein, là, cette fois-ci, les Français veulent mettre un Bourbon sur le trône espagnol. Le reste de l'Europe, ça leur tente vraiment pas que la France devienne 2 fois plus grosse. Alors, encore une fois, une ligue, on se déclare la guerre et répercussions en Amérique du Nord. Donc, on est vraiment dans une géopolitique assez internationale. Alors, en 1704, les Français, cette fois-ci, vont faire des raids en Nouvelle-Angleterre à partir de l'Acadie. Hein, on va avoir une fois le village de Deerfield va se faire attaquer et il va y avoir 50 morts et 112 captifs faits par les Français et leurs alliés autochtones. Donc, encore une fois, les Anglais vont organiser une flotte et vont aller vers l'Acadie. Cette fois, c'est une grande flotte, 36 navires, pour une deuxième tentative d'invasion de Québec. Et donc, cette fois-là, l'Acadie, je l'ai dit, ils font la conquête. Mais quand on va faire la signature du traité, cette fois, l'Angleterre conserve l'Acadie, et c'est dans le traité d'Utrecht en 1715 que la Nouvelle-France perd la baie d'Hudson et l'Acadie. Donc, ses extrémités lui sont amputées. Donc, entre 1713 et 1763, il y a certains historiens qui parlent d'un âge d'or acadien parce que les Anglais vont peu s'occuper de l'espace qu'ils viennent de faire la conquête. Ils sont assez occupés avec tout ce qu'ils ont en Amérique du Nord, c'est-à-dire toute l'Amérique du Nord. Et puis, donc, les Acadiens francophones, catholiques, vont pouvoir un petit peu continuer de faire leur propre truc, mais après, les choses vont changer. Je t'en passe un papier, Jérémy. Oui, je suis sûr que tu vas m'en parler. Est-ce que t'avais conclu? Oui, c'est une conclusion. Ah, c'était ta conclusion Ouais, sur le traité d'Utrecht. Oui. Voilà. Ça conclurait notre premier segment sur la création de ce... Dans le fond, c'est pendant... une centaine d'années, un peu plus de 100 ans. Disons le premier siècle de l'existence de la communauté acadienne. Ils se le sont juste passés à 6 reprises environ, si j'ai bien compris. Oui, à peu près. Mais il y a toutes sortes de... Là, je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a plusieurs... On utilise aussi les techniques autochtones de combat, c'est des raids. On attaque souvent la nuit, on fait des prisonniers. Les Français vont beaucoup exploiter l'aide de leurs alliés autochtones, les Abénaquis, entre autres. Donc, c'est vraiment là un espace, vraiment une marge où il y a des tensions puis il y a des échanges là, frontaliers presque quotidiens. Réguliers, oui, c'est ça, réguliers. Un immense merci. Ça fait plaisir. Nous allons nous en aller en musique. En fait, on a aussi une sélection musicale 100% acadienne aujourd'hui pour l'occasion. Tant qu'à être thématique, soyons-le jusqu'au bout. Et je m'en occupe à fond la caisse. Et je cède la parole à notre DJ, Gabriel. Ouais, c'est ça. Donc, on n'aura pas droit à de la musique électronique, malheureusement, aujourd'hui. Donc, on va écouter la Bear Song de les A-Babies. Je connais un grizzly bear qui dort pas l'hiver, qui rôde dans mon coin des bois. Il garde un œil ouvert pour les haches de fer qui coupent toutes les autres à bord. Wow!
machine qui ronge mes racines. Je me reconnais plus. Je leur ai tout offert, je cherche juste à plaire. Si seulement j'aurais su. Oui, bon retour à Histoire de passer le temps. Amélie Roy-Bergeron au micro de choc.ca pour ce spécial Acadie. Nous sommes ensemble pour 2 heures moins une chronique. Merci Cassandre pour notre ambiance des fêtes. De rien. Et donc, je vais prendre ce moment-là pour vous parler de un peu le mythe fondateur, pas le mythe fondateur, mais un événement crucial qui arrive dans l'histoire des Acadiens et qui ça a été beaucoup mythifié et c'est un peu leur grand drame, leur grande tragédie. Donc, pour prendre le relais de Jérémy, qui nous avait parlé un peu sommairement du traité d'Utrecht, en fait, avec ce traité-là, l'Acadie péninsulaire, qui est la section péninsulaire de la Nouvelle-Écosse actuelle, devenait anglaise, mais les îles du Cap-Breton, qui était l'île Royale, et l'île du Prince-Édouard, qui était l'île Saint-Jean, sont demeurées françaises. Donc, dans ces nouveaux territoires-là, ils n'étaient pas nouveaux, ils étaient déjà là. Dans ces territoires-là, la France a construit un nouveau lieu qui était la citadelle de Louisbourg sur l'île Royale au Cap-Breton. Et pendant ce temps, dans l'Acadie ancienne, donc la péninsule, le destin des Acadiens se poursuivait comme pendant les multiples échanges que Jérémy nous a relatés. Dans le fond, ils ont vécu leur petit bonhomme de chemin relativement tranquillement. Ils ont irrigué. Ils ont irrigué, ils ont cultivé. Ils ont eu froid l'hiver. Et une fois de temps en temps, en fait, il y a eu des petits conflits par rapport à la signature, une entente sur un serment. En fait, prêtait-il allégeance, oui ou non, à la couronne britannique? Et donc, pendant plusieurs années, ils ont essayé de l'éviter, évidemment, parce que s'ils prêtaient allégeance à la couronne britannique, ils se retrouvaient un peu dans une situation plutôt délicate dans l'éventualité d'une guerre, et on se doute bien que cela allait arriver puisque, comme nous l'a dit Jérémy, ça arrivait tout le temps. Donc, ils ont un peu cherché à ne pas se retrouver dans une situation où ils se retrouvaient entre les Français et les Anglais. Donc, ils se sont un peu soustraits à ce serment-là. Finalement, en 1730, ils se sont entendus avec le gouverneur Phillips à l'époque et ils ont prêté un serment, disons, partiel. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu que le territoire appartenait à la couronne britannique. Ils ont reconnu que qu'ils étaient dirigés par l'Angleterre, mais ils n'ont pas porté le serment des armes. Donc, dans l'éventualité d'un conflit armé, ils n'étaient pas obligés de se retrouver à se battre contre les Français. Donc, ce qui leur donnait un peu une position de neutralité dans tous ces conflits-là. Est-ce qu'ils auraient pu se battre contre des membres de leur famille, j'imagine, ou des gens proches d'eux? Éventuellement, oui. Donc, ça devenait un peu particulier comme situation. Donc, eux, ça leur permettait un peu de rester là tout en s'évitant des situations qui pouvaient être plutôt malaisantes ou dangereuses. Ah ben, c'est dadon. Mais finalement, en fait, ça s'est un peu retourné contre eux avec le temps. Donc, si tout ça s'est passé relativement bien dans le premier tiers du 18e siècle, la situation a changé vers le milieu du siècle, vers 1750. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est d'une part, Jérémy l'a dit, mais les Acadiens ont eu une sorte d'âge d'or. Dans le fond, ils ont pu continuer à se développer tranquillement pendant ce temps-là. Donc, s'ils étaient environ 1000 en 1700, en 1714, ils sont environ 3000 et en 1755, ils sont 13 000. Donc, la population a vraiment grandi rapidement pendant ce demi-siècle-là.
ce qui a amené des répercussions chez les Anglais. Donc, pendant ce temps-là, en même temps que la population grandissait, ce territoire-là, tampon entre les deux, il va avoir des forts français et anglais, parce que les Français, je le rappelle, sont encore au Nouveau-Brunswick, sont encore au Cap-Breton, sont encore à l'île Saint-Jean, et donc eux vont continuer à faire des forts. Les Anglais vont faire des forts de leur côté, ils vont s'échanger les forts, et donc la question de la neutralité de ces 13 000 personnes-là devient de plus en plus cruciale. Il y a des attaques anglaises qui vont rentrer dans des forts français et qui vont rencontrer des milices composé d'Acadiens, puis on dit, ben là, vous étiez supposé d'être neutre, en fait, que faites-vous là? Donc, ça met ça... Je me suis trompée de fort. Oups! Vous allez leur marcher. Et donc, ça questionne vraiment, êtes-vous réellement neutre? Et si les 13 000 personnes décident qu'ils ne sont plus neutres, ça change la game pas mal. Ben oui. Ben, quand même. Et donc, la troisième chose qui a changé au milieu du siècle, en fait, c'est que l'Angleterre entreprend de réellement britanniser sa colonie de la Nouvelle-Écosse. Pendant longtemps, ils ont laissé ça un peu aller, vacant à d'autres occupations, mais là, ça devenait un peu... ça devenait un enjeu de s'occuper de ce territoire-là. Donc, premièrement, ils vont construire une nouvelle capitale. À l'origine, ils avaient pris la capitale de Port-Royal et l'avaient transformée en Annapolis-Royal. À ce moment-là, en 1749, ils vont construire Halifax, qui était quand même à quand même une certaine distance des établissements acadiens qu'il y avait déjà. Donc, ça leur laissait un peu l'espace pour amener de nouveaux colons, ce qu'ils feront. Et pendant quelques années, ils vont faire des grandes campagnes d'immigration et il va y avoir plus de 9000 colons anglais qui vont s'établir dans la région. Donc, ça vient donner un bon contrepoids aux 13 000 colons acadiens qu'il y avait à cet endroit-là. Mais là, ces nouveaux colons étaient plutôt jaloux des terres bien irriguées et bien entretenues des Acadiens et ils trouvaient ça un peu particulier que les Acadiens, des ennemis francophones, français, catholiques, avaient les plus belles terres qui étaient toutes prêtes et eux devaient faire tout le travail. C'est ça. Ils ne savaient pas comment irriguer. Voilà. Ça fait pas partie de leur ADN, l'irrigation. Et donc, ça a amené un peu des conflits. Ça a un peu légitimé les événements qui vont suivre. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 1755, le nouveau lieutenant-gouverneur, qui était Charles Lawrence, vu la nouvelle tension militaire qui s'en venait, la question démographique, lui, il a comme dit, bon, ben là, ça va faire votre serment de neutralité. On fait un vrai serment, allégeance militaire forcée, et finalement, les Acadiens se sont un peu retrouvés coincés. On dit oui, on va prêter ce serment-là, mais le lieutenant-gouverneur, il trouvait ça un peu... il trouvait que c'était pas très... Il croyait pas trop, il a pas cru, en fait. Il dit, vous êtes trop proche des Français avec les milices et tout ça. Ça marche pas. Il proclame la déportation. Donc, cette première vague de déportation-là va se produire de l'été 1755 à l'hiver et même pour plusieurs mois encore. Je vais l'expliquer pourquoi. Et dans le fond, une des méthodes choisies, elle est plutôt simple, en fait. Le dimanche matin, alors que tous nos Acadiens catholiques sont à l'église, on encercle l'église, on prend les hommes, on les enferme et on attend qu'un bateau arrive. Où est-ce qu'on les met sur le bateau et on les déporte vers d'autres colonies anglaises, généralement les colonies qui sont sur la côte est américaine. Il y en a évidemment qui vont se sauver. Donc, on va pourchasser les fuyards, on va brûler les maisons, brûler les champs, couper les routes, briser les ponts. Dans un premier temps, les femmes et les enfants vont pouvoir se sauver. Donc, il va y avoir beaucoup de femmes et d'enfants qui vont quitter vers d'autres colonies qui sont encore françaises, comme l'île Saint-Jean, par exemple, l'île du Prince-Édouard. Mais évidemment, avec le temps, finalement, les femmes et les enfants seront déportés eux aussi. Donc, dans les premiers temps, il va y avoir vraiment des séparations familiales parce que ça se fait vraiment à la va-vite. Il n'y a pas de plan, ça n'est pas organisé. Ça se fait vraiment super vite. Mais c'est comme s'il fallait qu'ils se dépêchent, Ben, il fallait qu'ils se dépêchent pour s'assurer que la nouvelle se répande pas. Fait qu'ils le fassent avant que tout le monde le sache et que tout le monde s'organise. Parce qu'il y a eu même des petites rébellions. Donc, il fallait qu'ils le fassent le plus rapidement possible pour pas qu'il y ait un soulèvement, par exemple. Mais il y avait aussi l'idée que c'était pas organisé, ça a été un peu ordonné comme ça, puis c'était, bon, on va le faire, puis ça va être fait après. Donc, ils ont vraiment fait ça un peu à la va-vite. Donc, les premiers ports, les premiers endroits qui vont être déportés, ça va être évidemment Port-Royal, ainsi que des villages de Desmines, Beaubassin et Grand-Pré. Beaubassin, c'est quand même un haut lieu, un lieu plutôt populeux, qui se retrouve à être à la jonction entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse actuelle.
Donc, ces colons-là qui sont déportés vers la côte est américaine, c'est-à-dire des endroits où ils ne sont pas nécessairement les bienvenus, hein, on s'en doute. Ils ont quitté sans ressources, d'une part, parce que c'était généralement des agriculteurs, donc il n'y avait pas d'argent accumulé réellement, il y avait rien pour leur permettre de survivre, arriver à destination. Non, mais ça va irriguer. Ouais, mais il arrivait dans des endroits où il y avait déjà beaucoup de gens. C'était irrigué aussi, là. En fait, les colonies américaines étaient quand même plutôt peuplées. Il n'y avait pas tant d'espace pour eux. Ils pouvaient pas acheter des terres. Il n'y avait pas l'argent pour le faire. Donc, ça devenait super précaire. Donc, ils devaient être pris en charge par les sociétés d'accueil qui n'étaient pas préparées à les prendre en charge et qui n'avaient pas envie de le faire. Qui sont protestants. Qui sont protestants, anglophones. Donc là, tu avais des Français qui arrivaient, des Français catholiques, chippés là, on ne sait pas où. Donc, évidemment, il y a des endroits qui ont dit, ben non, on ne veut pas de vous. Comme en Virginie, il y a des bateaux qui sont arrivés puis on dit, ben non, allez ailleurs, on n'a pas de place pour vous, on veut pas de vous ici. Ce qui fait que les traversées ont été souvent beaucoup plus longues que ce que ça aurait dû. Dans ces premières traversées-là, il y avait presque 50... Il y a certains bateaux qui ont des taux de 50% de décès. Puis est-ce qu'ils étaient considérés comme des prisonniers de guerre, parfois? Ou... Ben, ils étaient considérés comme des déportés, en fait. Okay. Il y a certains endroits, ils ont été mis, dans le fond, il y en a des bateaux qui sont revenus à Halifax, ils ont été mis en prison à Halifax. Ils ont fait des travaux forcés, ils ont été obligés de construire les fortifications de la ville, par exemple, des choses comme ça. Mais ils étaient plutôt déportés directement dans les colonies, débarquaient du bateau, puis arrangez-vous avec vos troupes un peu. Puis, surtout, si je peux ajouter, en ben fait, oui. c'est que pendant la première vague de déportation, l'automne 1755, on n'est pas encore en guerre, en fait. La guerre de 7 ans, à proprement parler, en Europe, commence seulement en 56, donc prisonnier de guerre s'appliquait plus ou moins dans ce cas-ci. Merci. Et donc, dans cette première vague-là, justement, il va y avoir environ 6 000 personnes déportées et autour de 3 000 personnes qui vont quitter et qui seront considérées comme des réfugiés. Donc, tout ça nous amène à la deuxième vague parce qu'entre-temps, la guerre a commencé, comme Alison vient de le mentionner. Et donc, les colonies françaises et anglaises vont continuer à se battre. La guerre attendue arrive finalement. Excusez. Ça veut-tu, Antoine? Et ses acouphènes, il y a de la misère à entendre. Et donc, en 1758, la forteresse de Louisbourg sur le Cap-Breton va finalement tomber aux mains des Anglais. Et donc, avec la chute de cette ville-là, l'île Royale, le Cap-Breton, et l'île Saint-Jean, l'île du Prince-Édouard, les deux vont devenir 100% anglaises. Et donc, cette fois-ci, les autorités anglaises ont un peu plus de temps pour se préparer, peut-être, et ils ont une nouvelle solution. En fait, au lieu de simplement les prendre et les amener dans des colonies anglaises, où ça devient un peu leur colon à eux de prendre en charge ces déportés-là. Ils ont pensé, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas ramener tous ces Français chez eux, en France, voilà tout. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont arriver avec des bateaux entiers qui vont remplir de familles complètes au Cap-Breton et à l'île du Prince-Édouard essentiellement. Et ils vont renvoyer ces gens-là en France comme si c'était extrêmement simple, en fait. Voilà. C'est des familles démunies qui n'ont absolument plus rien. Là. Donc, c'est ça. L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de ces familles-là que c'est des gens qui ont fui. C'est des réfugiés de la première vague qui ont quitté l'Acadie ancienne en espérant vers des terres d'accueil françaises, qui étaient encore les colonies françaises à ce moment-là. Et donc, 3 ans plus tard, ces gens-là, que ça fait déjà 3 ans, qui survivent tant bien que mal, parce qu'on s'entend, par exemple, à l'île du Prince-Édouard, 2 à 3 000 personnes qui arrivent d'un coup sec, c'était pas... Il y avait rien qui était mis en place pour accueillir ces gens-là une fois de plus. Donc, pendant 2-3 ans, réussissent à survivre tant bien que mal. Et finalement, 3 ans plus tard, bing, un bateau arrive et on met les familles entières dans les navires. Donc, les déportations de l'île Saint-Jean, donc de l'île du Prince-Édouard, sont particulièrement meurtrières parce que non seulement il y a des familles entières qui sont mises dans les mêmes bateaux, mais il y a certains de ces bateaux-là qui vont couler en route vers la France. Donc, il y a un exemple particulièrement tragique qui est commémoré le 13 décembre. C'est le jour du souvenir acadien parce que en quelques jours, en fait, il y a 3 bateaux qui ont coulé dans la Manche, presque rendus en France. Et il y a plus de 850 Acadiens qui sont décédés dans ces 3 naufrages-là. Et souvent, en fait, c'est qu'il y a des familles entières, le patriarche, tous ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-petits-enfants étaient tous dans le même bateau et ils sont tous décédés ensemble. Et ça a fait qu'il y a des patronymes qui ont complètement disparu des Acadiens, en fait, des noms qui n'existent plus. Et donc, ce conflit-là, généralement,
s'est terminée en 1763 avec la signature du traité de Paris. Et à partir de ce moment-là, les Acadiens vont être autorisés à revenir sur le territoire original, mais on s'entend que il y avait des colons anglais qui avaient profité de l'occasion et qui avaient repris ces terres-là qui étaient si bien défrichées, si bien irriguées, et donc ils reviennent, mais ils n'ont plus de propriété. Et donc, globalement, cette déportation-là, ça aura eu lieu entre 1755 et 1763 officiellement. Il va y avoir plus de 10 000 personnes qui vont être déportées. Selon les estimations, ça représente environ le 3/4 de la population acadienne qui était en Acadie à l'origine. Et le corps restant un peu réussi à se cacher, à s'enfuir. Il y en a beaucoup qui ont vécu en cachette dans les forêts pendant plusieurs années pour finalement, en 1763, ressortir et se rendre compte que finalement, c'est peut-être pas... Ils sortent de leur cachette, tout est beau, tout est beau. Et finalement, ils peuvent sortir, mais ils ont nulle part où aller. Sortir de leur très profonde saillie d'irrigation. Et donc, tous ces Acadiens-là déportés, il y en a beaucoup qui ont été déportés en France, dans les Caraïbes, ailleurs dans l'Empire britannique, dans les colonies américaines. Et finalement, ils vont entreprendre à partir de ce moment-là une vie d'errance pour se retrouver entre eux parce qu'il y a beaucoup de familles qui avaient été séparées. Et il y a en fait, ils vont être un peu à la recherche d'un lieu où ils seront bien, où ils seront accueillis et où ils pourront rester et s'installer sans être constamment dérangés. Donc, il y en a beaucoup qui étaient en France qui vont essayer de revenir un peu à leur terre originelle qui était l'Acadie, mais quelle Acadie? Est-ce qu'ils vont retourner en Nouvelle-Écosse? Et donc, c'est un peu de cette façon-là qu'est née l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Il y en a beaucoup qui vont aller à cet endroit-là, qui est l'Acadie qu'on connaît un peu plus maintenant. Il va en avoir beaucoup qui vont être déportés, qui vont se retrouver en Louisiane, qui était encore un endroit francophone à l'époque. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont être déportés aux États-Unis, dans les colonies britanniques de l'Amérique, et qui vont se rendre tranquillement à bout d'errance, vont se rendre jusqu'en Louisiane, et ces gens-là deviendront les Cajuns, comme on les connaît maintenant. Et il va y avoir des vagues de retour en Acadie jusque dans les années 1820. Là. Ça a été vraiment sur une très, très longue période. Les gens vont continuer à revenir du lieu d'où ils ont été déportés. Donc, c'est un peu ce qui conclut mon... C'est une histoire très triste. Moi, je prendrais un petit coup de grelot, parce que c'est quand même une émission de Noël. Il faudrait... voilà. Allez. Et donc, voilà. Avez-vous des questions, commentaires? C'était très bien expliqué. C'est quoi le sujet de l'émission? Et donc, en fait, je voulais juste vous mentionner que on trouve ça vraiment tragique maintenant, puis on se dit, est-ce que c'est les Anglais étaient... est-ce que c'est seulement que les Anglais étaient particulièrement méchants de faire un tel projet, mais d'une part, les officiers, évidemment, n'ont fait que respecter les ordres qu'on leur avait donnés. Obéir aux ordres. Mais d'autre part, il y a aussi l'idée que c'était un contexte qui amenait ça, et dans le contexte où les Français et les Anglais avaient revendiqué un territoire similaire avec des moyens similaires. Finalement, les Français aussi ont eu la même tactique. Ils avaient élaboré un plan pour prendre New York. Et s'ils l'avaient fait, ce plan-là, ils avaient prévu de déporter les gens de New York. Donc, c'était pas une solution vraiment... soudaine, c'était quelque chose qui était réfléchi et qui faisait partie des tactiques de guerre à cette époque-là. Donc, oui, eux l'ont mis en place avec les conséquences super tragiques comme on les connaît maintenant, mais c'était pas quelque chose qui était hors de l'ordinaire comme façon de procéder, Exactement, disons. ouais, ça se faisait beaucoup ailleurs en Europe. Ça se faisait. C'est ça, puis c'était quelque chose qui avait une méthode même là, de dire comment qu'on le fait et tout ça. Donc, les Anglais brûlaient les terres quand il y a ces jeunes villes, en fait, ils brûlaient toutes les terres alentour pour empêcher justement la nourriture d'y aller, mais c'était une technique de guerre. Voilà. Puis les Français n'étaient pas des enfants de cœur non plus. Il y avait des techniques extrêmement similaires, c'est ça. La même chose. C'est ça. Et donc, toute cette chronique m'amène un peu à reparler. En fait, comme je le disais, il y a beaucoup d'Acadiens qui ont fui vers la Louisiane et qui s'y sont retrouvés soit directement ou soit à force d'errance dans les colonies américaines, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas y être directement déportés, ils vont juste finir par s'y retrouver. Et de ces migrants, de ces Cajuns, il va y avoir certaines familles plutôt célèbres, dont la famille Richard, et un de leurs héritiers, Monsieur Zachary Richard, est donc un héritier des Acadiens. Donc, sa famille était originaire de Beaubassin, comme je disais, qui était une ville
à la jonction entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée peut-être qu'on écoute une de ces chansons. Donc, Gabriel. Ouais, c'est ça. En fait, on va écouter Au bord du lac Bijou de Monsieur Richard. Dans le sud de la Louisiane, dans le bois d'Atacama, où la rivière joint la levée, planté dans l'anse est un vieux chêne vert au bord de lac Bijou. Dans son feuillage où les branches font leur crochet, les hirondelles reviennent chaque printemps. Ils se réfugient dedans ce chêne vert au bord de lac Bijou. Tourne, tourne dans mes bras, tiens-moi serré encore, reste avec moi, on bat le chêne vert au bord de lac Bijou. C'était l'année de 57, la première fois je les ai vus, les deux ensemble se bâtir un nid au bord de lac Bijou. Ils revenaient quand l'hiver était fini, je les appelais Pierre et Marie. Un grand monsieur, noir comme la nuit, sa demoiselle avec lui. Tourne, tourne dans mes bras, tiens-moi serré encore, reste avec moi, on bat le chêne vert au bord de lac Bijou. Bonjour, oh, là est mon micro. Bonjour et re-bienvenue à Histoire de passer le temps. Amélie Roy-Bergeron au micro de choc.ca. Nous sommes toujours dans notre spécial Acadie, hein? Oui. Et nous allons maintenant passer aux réfugiés acadiens de la baie des Chaleurs suite à la déportation avec Alison Blaquière. C'est à ton tour, chère. Oui, bonjour tout le monde. Donc, pour ma part, effectivement, je vais parler de l'histoire des Acadiens de la baie des Chaleurs en Gaspésie. Leur histoire est directement liée à celle de la déportation, en fait, donc ça va me permettre de poursuivre sur le récit qu'Amélie a déjà entamé il y a quelques minutes. Donc, comme Amélie l'a dit, hein, durant la première phase de la déportation, soit à l'été et à l'automne 1755, il faut comprendre que ce sont plus de 6000 Acadiens qui sont déportés dans les colonies anglo-américaines, mais qu'il y en a environ 3000 qui deviennent des réfugiés et qui se cachent, notamment dans les forêts environnantes, mais aussi sur l'île Saint-Jean, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de l'île du Prince-Édouard, et sur l'île Royale, aujourd'hui le Cap-Breton. Mais, justement, il y en a d'autres qui s'enfuient, qui se cachent. C'est ce qui mène à l'implantation de divers petits camps de réfugiés à travers la péninsule acadienne. Les Anglais continuant de s'emparer de différents forts dans la foulée de la déportation, notamment les forts Gaspereau et Beauséjour,
Les petits foyers de réfugiés se déplacent en remontant graduellement vers le nord, donc de Beaubassin à Cocagne, puis ensuite jusqu'à Miramichi, où ils s'installent et fondent le camp d'Espérance en 1756, grâce notamment à l'aide de l'officier français Charles Deschamps de Boishébert, un nom important quand même. Donc, oui, un nom que vous connaissez tous, j'en suis sûre. Oui. Ah, mais moi, je l'ai vu dans ma recherche de préparation. Bon, ben merci de corroborer que c'est quelqu'un d'important. Oui, c'est quelqu'un d'important. Sachez. Ouais, puis moi, j'ai envie d'en apprendre davantage sur cet homme. Ben, on va se contenter de... C'est un officier français qui commande d'abord le camp de Miramichi et plus tard... Julien, en fait. J'y reviens. Donc, les réfugiés de Miramichi, en fait, loin d'être au bout de leur malheur, connaissent des moments particulièrement difficiles, notamment à l'hiver 56-57, un épisode qui est reconnu comme étant l'un des plus traumatiques du Grand Dérangement. Pour vous donner une petite idée, les réfugiés frappés par la misère et la famine sont contraints, imaginez, de se nourrir de peaux de bœuf et de castor, la viande de ces animaux-là ayant déjà été consommée. Oui, en effet. Frugal, hein? Et ultimement, ce n'est pas tout. Ils doivent même manger jusqu'à leurs souliers, qui sont faits de peau de chevreuil. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de l'ampleur du désastre. Hein? Vous comprendrez donc que c'est une extrême misère qui frappe la petite communauté qui, inévitablement, perd plusieurs de ses membres au cours de ce fameux hiver. Et des souliers. Merci, Cassandre. OK, on enchaîne. Merci pour cette intervention. Puis, donc, plus tard, au lendemain de la chute de Louisbourg, dis-je, en juillet 1758, le colonel anglais James Murray reçoit l'ordre de mener une expédition contre les établissements de la baie de Miramichi. Le camp d'Espérance, lui, est épargné, mais ses habitants se trouvent dans une situation précaire qui est aggravée par la menace anglaise qui pèse désormais sur eux. Le commandant du camp, Charles Deschamps de Boishébert, un personnage que le nous même. rappelons, à l'aide de son successeur, le lieutenant Jean-François Bourdon de Dombourg, pourquoi faire des noms simples, hein? Évacue plusieurs Acadiens réfugiés à Miramichi et à l'île Saint-Jean vers Ristigouche, au fond de la baie des Chaleurs. Après quoi, Boishébert rentre à Québec et c'est Bourdon de Dombourg qui, à partir de là, prend le commandement du nouveau camp de réfugiés. C'est là que prend forme le petit village de la Petite Rochelle, qui n'existe finalement que très brièvement, soit de 1758 à 1760, quand les Anglais finissent par le brûler. Hein, ils ont maintenu cette bonne idée. Voilà. Ça arrive souvent. Ouais. C'est une tactique. Donc, il faut dire que ces 2 années à la Petite Rochelle sont elles aussi marquées par la misère pour les habitants. Au début du mois de juillet 1760 s'engage donc finalement la bataille de la Ristigouche, au cours de laquelle 3 petits navires français sont poursuivis par les Anglais au fond de la baie jusqu'à la rivière Ristigouche. Plusieurs Acadiens réfugiés à la Petite Rochelle prennent alors part à la bataille, prêtant main forte aux Français. Mais la bataille, malgré tout, se solde par la défaite française et également la destruction de la Petite Rochelle. Puis, à la suite de la bataille de la Ristigouche, les Acadiens réfugiés à la Petite Rochelle, rejoints par d'autres qui fuyaient l'Acadie ou même certains qui revenaient de Québec, où ils s'étaient réfugiés dans les années précédentes, se dispersent sur la rive nord de la baie des Chaleurs. Certains Acadiens s'y étaient d'ailleurs déjà réfugiés pour fuir les convois de déportés en 1755 et 1760 notamment. Et ensemble, ils vont s'établir à plusieurs endroits et ils vont être parmi les prisonniers... les prisonniers, oui! Les pionniers, un lapsus intéressant! Les pionniers des paroisses naissantes telles que Tracadiège, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Carleton, New Richmond, Bonaventure ou Passepébiac. Puis, finalement, la paix est signée entre la France et l'Angleterre. La Nouvelle-France passe aux mains des Anglais et ça va permettre aux Acadiens de s'installer définitivement sur le territoire sans craindre d'être déportés. Mais s'il est vrai qu'ils s'ancrent dans la région dès les années 1760, d'abord surtout à Bonaventure, en fait, leur établissement concret, officiel, mais surtout légal, sur les terres de la baie des Chaleurs, n'est finalement pas si simple. En fait, les terres vacantes de la région, même s'ils ne sont pas occupés, ne sont pas pour autant laissés à la disposition des Acadiens, bien sûr. Mais c'était un système dérivé comme du système seigneurial, donc avec des seigneurs qui cédaient des terres. Donc s'ils ne se faisaient pas céder de terres, ils ne pouvaient pas... Officiellement, ils ne pouvaient pas, mais officieusement...
ils ont décidé qu'ils pouvaient un peu. Ben, ça devait pas être super populeux, donc ils devaient pouvoir s'installer. Ben, c'est ça. Au lendemain de la guerre de 7 ans, en fait, les terres étaient vacantes, donc ils se sont installés, ont commencé à faire de l'agriculture, à irriguer, hein, sans doute, c'est tout ce qu'ils savaient faire. À pêcher. Donc, ils ont pu subvenir à leurs besoins, mais effectivement, tant qu'il n'y avait pas de titre de propriété, c'était moyennement légal. Mais c'est qui décidait ça? C'était pas le seigneur de la place, justement, qui aurait normalement, à mon sens, dit oui à leur accorder des terres? Ben, c'est qu'au départ, il n'y avait même pas de concession territoriale pour des seigneurs. Au départ, là, tout de suite au lendemain de la guerre. Au lendemain de la conquête, il y a quand même un bon moment de confusion parce que le système seigneurial, les Anglais veulent le limiter à la vallée du Saint-Laurent. Puis eux, ils implantent le système de canton, donc qui est une façon différente là, de diviser l'espace. Et puis donc ça fait quand même plusieurs petits problèmes administratifs. Elle a annuler en plus. Jusqu'à 1954 que la perduration. 1800 peut-être? 1854 le régime, mais il y a eu des rentes qui ont été payées jusqu'en 1960. C'est ça. C'est une autre histoire. C'est assez. On t'arrête de s'écarter. Donc de retour à la baie des Chaleurs. Voilà. Oui, donc, pour conclure, grosso modo, sur la question, effectivement, les Acadiens étaient là avant même que les autorités britanniques concèdent des terres aux leurs. Donc, étant donné qu'ils étaient là avant, non, il n'y avait pas de seigneur qui avait pu leur céder du territoire. Voilà. Donc, comme je disais, étant donné que c'est des possessions anglaises, par conséquent, les terres sur lesquelles les autorités ce sont des terres sur lesquelles les autorités privilégient l'établissement des colons d'origine britannique, ce qui ne comprend pas les Acadiens, bien évidemment. Donc oui, les Acadiens sont présents sur le territoire avant que les colons anglais arrivent et commencent à investir le territoire, mais il en demeure pas moins que c'est pas aisé pour les Acadiens d'obtenir des titres de propriété pour des terres sur lesquelles ils vivent depuis le lendemain de la guerre de 7 ans. Néanmoins, sans avoir de permission officielle de vivre sur le territoire, les Acadiens, comme je le disais, grâce à la pêche et à l'agriculture, entre autres, parviennent à subvenir à leurs besoins et tranquillement, ils peuvent sortir de la situation, quand même, on peut dire, d'extrême précarité dans laquelle ils se trouvaient depuis les débuts du Grand Dérangement. Ensuite, dès le milieu des années 1760, c'est désormais légalement permis de faire des demandes aux autorités britanniques pour obtenir des terres dans la région de la baie des Chaleurs. Mais il faut dire que les requêtes des Acadiens sont ignorées, plus souvent qu'autrement, disons ça comme ça. Donc, en effet, c'est des marchands anglais ou huguenots, parce qu'il faut le dire, il y avait la différence linguistique, mais la différence religieuse aussi, qui souvent posait en fait plus de problèmes que la différence linguistique. Donc, c'est surtout eux qui obtiennent des concessions territoriales d'ailleurs. Ensuite, on en vient à la guerre d'indépendance américaine. Peut-être que vous vous dites, mais où est-ce qu'elle s'en va avec ça? On parle d'Acadiens, Alison, revient ici. Non, la guerre d'indépendance américaine a un lien et va effectivement avoir une influence considérable sur le sort des Acadiens de la baie des Chaleurs et sur leurs revendications territoriales. Je vous explique pourquoi. C'est qu'au cours du conflit, il y a des corsaires américains qui remontent la côte est et viennent semer la terreur, en gros, dans la baie des Chaleurs, notamment en dévastant des installations des marchands établis sur les côtes, surtout des marchands britanniques, en fait. Et comme les installations acadiennes sont épargnées, plus souvent qu'autrement, les autorités britanniques, ils commencent à soupçonner quelque chose. Ils trouvent ça louche, en fait. Donc, ils pensent que les Américains tentent de rallier les Acadiens à leur cause, ce qui avait pu se vérifier notamment avec des Autochtones. Donc là, ils commencent à trouver ça suspect. Mais donc, les Britanniques, craignant que les Acadiens rejoignent les Américains, ils font grosso modo comprendre aux Acadiens qu'ils s'attireront soit de l'amitié, soit de l'hostilité de leur part, en fonction de la conduite qu'ils vont adopter avec les Américains. Les Acadiens, donc, logiquement, font preuve de loyauté à l'égard des Britanniques, ce qui leur sera finalement tout à fait bénéfique. Les marchands de la Gaspésie, étant donc convaincus de la loyauté acadienne, intercèdent en leur faveur auprès des autorités coloniales afin qu'ils puissent finalement obtenir les précieux titres de propriété qu'ils réclament depuis le milieu des années 1760. Là, peut-être qu'on s'est perdu un peu dans les années, vous vous dites « Ah, ben, ça fait pas si longtemps », mais non, en fait, les titres de propriété, ils les obtiennent seulement en 1836.
Donc, Quand on même, a hein. quand même... Donc, dans le fond, de 1765 à 1835, disons, ils s'établissent et ils vivent de la terre sans en être propriétaires Voilà. réellement. Donc, ils ont toujours l'idée que ça se pourrait que... Tout à fait. un Il y a jour, une ils les insécurité perdent. omniprésente pour eux pendant 70 ans, quand même. Donc, ça C'est pas traverse plusieurs négligeable. générations de gens qui vont être préoccupés sur Oui, leur oui. destinée. en Tout fait. à fait. Donc, à partir de 1836, là, ils peuvent vivre légalement sur les terres. C'est quand Et même un rassurés. point important. Et rassurés parce que, comme tu l'as dit, ils peuvent léguer les terres à leurs descendants, ce qui n'est pas négligeable pour eux, évidemment. Ensuite, donc, le 19e siècle, lui, est marqué par l'essor de la région, de la baie des Chaleurs. Donc, la population croît graduellement, notamment en parallèle avec l'arrivée de nombreux colons d'origines diverses. Les Acadiens, effectivement, vivent sur le territoire entouré de Micmacs, des Autochtones, de Canadiens français, d'Anglais, d'Anglo-Normands, de loyalistes américains, d'Irlandais, d'Écossais, etc. Donc, vous voyez le topo. C'est rapidement une mosaïque ethnoculturelle très colorée qui prend forme dans la baie des Chaleurs. Or, les différents groupes culturels vivent les uns aux côtés des autres et, dans leur cohabitation, ils échangent, ils commercent et se marient même entre eux. Donc, au fil des générations, étant donné les rapprochements entre les communautés et les unions mixtes qui les caractérisent, un métissage culturel devient inévitable. Avec le temps, plusieurs Acadiens de la baie des Chaleurs deviennent donc des sortes de produits de chevauchement identitaire, si on peut se permettre cette expression-là. Hein, il y en a certains qui ont un héritage à la fois acadien, irlandais, écossais. D'autres peuvent en avoir un qui est acadien, canadien-français et anglo-normand. Autrement dit, aujourd'hui, au fil des générations, aujourd'hui, ils peuvent avoir des sentiments d'appartenance multiples par les nombreux héritages dont ils disposent, mais également par ce dans quoi ils s'ancrent, ou plutôt, ils ancrent leur existence propre, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il s'agisse du Canada, du Québec, de la Gaspésie. Aujourd'hui, c'est parfois à ces entités-là qui se rattachent plutôt qu'à l'Acadie. Sinon, pour ce qui est de leur appartenance à l'Acadie elle-même, ce qui est quand même un point important. Hein? Donc, ça fait quand même partie de leurs origines, mine de rien. Oui, et ça fait quand même partie du thème de l'émission. Donc Aussi! On va se forcer. Hein? Donc, pour l'appartenance à l'Acadie, puis comprenons que j'ai Acadie au sens de communauté identitaire. Hein? Elle évolue différemment selon les époques et selon les lieux. Si on prend les Acadiens de Bonaventure, par exemple, à la fin du 19e siècle, ils constituent près de 100% de la population. Donc, c'est assez facile de conserver une appartenance à l'Acadie, étant donné qu'il y a très peu de métissage culturel. Par contre, il y a d'autres localités de la baie des Chaleurs qui sont marquées par une très forte diversité ethnoculturelle, ce qui tend parfois à affaiblir l'appartenance à l'Acadie. Puis sinon, en ce qui a trait aux différences entre les époques, la première à laquelle on peut penser en termes de forts sentiments d'appartenance à l'Acadie, c'est certainement l'ère des grandes conventions nationales acadiennes qui voit le jour en 1881. Mais bien qu'il soit indubitable que ces conventions nationales aient permis de souder les Acadiens entre eux, de les rendre conscients de leur histoire, de leur identité, que ça leur ait insufflé une ferveur dont ils n'avaient jamais fait preuve sur le plan identitaire, s'entend, auparavant, il faut pas oublier que ce sont surtout les Acadiens des Maritimes, donc comprenons Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard surtout, qui ont pris part à ce mouvement-là. Les Acadiens de la diaspora, eux, bien qu'ils adoptent les symboles identitaires créés dans le cadre des conventions nationales, ils sont en quelque sorte relégués au rôle de spectateurs, peut-être plus que d'acteurs, au temps des conventions. Par contre, ça change à la fin du 20e siècle, donc un peu plus d'un siècle plus tard. On parle en 1994 de la création des congrès mondiaux acadiens, c'est ce qu'on appelle les CMA. Donc, leur objectif principal au CMA, c'est de reconnecter entre eux les Acadiens éparpillés partout à travers le monde. Ça ramène donc la diaspora à l'avant-scène. Et s'ils parviennent effectivement à rejoindre les Acadiens du Madawaska, dont Cassandre va nous parler tout à l'heure, et même ceux de la Louisiane qu'on a déjà évoqués, nul doute que ceux de la baie des Chaleurs vont être happés par le mouvement identitaire et le rassemblement qui est dicté par les CMA. Donc, en fait, pour ce qui est des Acadiens de la baie des Chaleurs, aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont fiers de revendiquer leur appartenance identitaire à la grande communauté acadienne qui transcende les frontières. Peut-être qu'un jour, il y aura une édition du CMA qui aura même lieu dans la baie des Chaleurs, qui sait. Ça manquerait assurément pas de mousser l'exaltation identitaire des Acadiens de la baie des Chaleurs.
Donc voilà, ce serait tout pour ma petite chronique sur l'histoire de la baie des Chaleurs et des Acadiens. Wow! Bravo. Ouais, non, mais c'était super intéressant, en fait. Puis la clé du métissage, ça amène à une situation qui... En fait, ça explique beaucoup de choses, en fait, pourquoi ils sont vraiment moins revendicateurs ou sont moins visibles, en fait, dans le paysage acadien. On pense vraiment rapidement moins à ces héritiers acadiens-là, en fait, par rapport aux gens issus du Nouveau-Brunswick, par exemple. Ben, en fait, même dans la baie des Chaleurs, ça dépend peut-être des localités. Hein. Ouais. Comme je parlais de Bonaventure à la fin du 19e, qui sont presque 100% de la population, mais aujourd'hui, quand on va à Bonaventure, les symboles de l'identité acadienne sont partout. Là. C'est jusqu'au nom de rue qui ont le logo acadien. Okay. C'est pour vous donner une idée, c'est omniprésent dans certaines localités. Beaucoup de drapeaux à Bonaventure. Oui, tout à fait. Et moi, j'en parlerai encore pendant une autre heure, l'Acadie. Ça tombe bien, il nous en reste une grosse heure encore. On va prendre une bonne pause musicale. Ah oui, une petite pause, hein. On a tout envie d'aller aux toilettes. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que 2 heures, c'est long, hein. Ouais. Donc, on va y aller avec un morceau vraiment épique. Donc, c'est Évangéline de Marie-Jo Thériault. Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés et partis toutes les sarcelles. Et le soir au son des violons, les filles et surtout les garçons t'auraient dit que tu étais belle. Evangelina, Evangeline. Mais les Anglais sont arrivés dans l'église, ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Et les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Evangelina, Evangeline. Alors pendant plus de 20 ans, tu as recherché ton amant à travers toute l'Amérique. Dans les plaines et les vallons, chaque vent murmurait son nom comme la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était tout tes pensées, et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Evangelina, Evangeline. Tu vécus dans le seul désir de soulager et de guérir ceux qui souffraient plus que toi-même. Tu as appris qu'au bout des chagrins, on trouve toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime. Ainsi un dimanche matin, tu entendis dans le lointain les carillons de ton village. Et soudain alors tu compris que les épreuves étaient finies, ainsi que le très long voyage. Evangelina, étendu sur un grabat inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Dans la lumière du matin, son visage sembla soudain prendre les traits de sa jeunesse.
Gabriel mourut dans tes bras. Sur sa bouche tu déposas un baiser long comme ta vie. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore retrouver la force de dire merci. Évangéline, Évangéline. Il existe encore aujourd'hui des gens qui vivent dans ton pays et qui de ton nom se souviennent. Car l'océan parle de toi, les vents du sud portent ta voix, de la forêt jusqu'à la plaine. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'espoir d'une patrie. Ton nom dépasse les frontières. Ton nom c'est le nom de tous ceux qui, malgré qu'ils soient malheureux, croient en l'amour et qui espèrent. Bonjour! Bon, la on folie. était sur un solo de Cassandre. Après, c'est 2 heures de Cassandre en solo. On va être malade. Allez, restez, ça va être bon. Retransmission d'une prochaine soirée karaoké ou Bon, Cassandre. re-bienvenue tout le monde. Décorum. Re-bienvenue à Histoire de passer le temps. Amélie Roy-Bergeron au micro de notre spécial Acadie sur choc.ca. On vient d'entendre Évangéline interprétée par Marie-Jo Thériault. Mais Alison, tu nous avais préparé un petit truc sur l'importance de ce texte-là. Oui, mais en fait, je vais y aller très brièvement. Juste dire, en fait, qu'Évangéline, avant d'être la chanson qu'on connaît et qu'on apprécie tous aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout un symbole identitaire acadien très important. Hein. C'est d'abord un poème qui raconte l'histoire de la déportation. Le poème est publié par Henry Longfellow en 1847, puis traduit en français ensuite en 1865 par Pamphile Lemay. Le texte ravive la mémoire acadienne qui, jusque-là, était un peu en dormance, si on peut dire. Donc, les Acadiens jusque-là ne se constituaient pas en communauté identitaire. C'est donc ce poème-là qui va, en quelque sorte, jeter les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la Renaissance acadienne. Voilà. Ah, ben merci beaucoup pour ces précisions. Antoine, nous passons à toi pour une chronique sur les institutions et les symboles au 18e, 20e Regardez son siècle. 19e, 20e. Il a terminé sa 20e chronique siècle. à Exact. 18h53. Il est prêt. Au 19e siècle, quand ça va recommencer, c'est quand je vais finir ma chronique. Parfait. Donc, c'est parti. Donc, mon point de départ pour cette chronique-là, la crise récente en Ontario français provoquée par la décision du gouvernement de Doug d'annuler le financement d'une université francophone et d'abolir le commissariat au service en français. Ben, ça pose, il me semble, la question de la société civile dans les milieux francophones minoritaires. Car la mobilisation des Franco-Ontariens en réaction à ces décisions, avouons-le, douteuses, montre bien, à mon sens, qu'il y a une volonté chez les groupes de la société qui ont des références identitaires communes de se regrouper et de faire société. Une expression dont la parenté revient à Joseph Fizion-Thériault, sociologue acadien, qui traduit la volonté et les efforts des dites communautés identitaires de se constituer en société civile et pour créer ou maintenir un lien social. Cette volonté pour tous les groupes de la francophonie canadienne dans l'histoire, que ce soit les Québécois ou les francophones de l'Ouest, est motivée par la découverte, si on peut dire, de la condition minoritaire dans laquelle ils se trouvent dans l'ensemble canadien, voire en Amérique du Nord. Or, pour assurer la cohésion sociale de tels groupes et pour que leurs ambitions soient réalisables, un réseau institutionnel est nécessaire. Pour les francophones du Québec, la solution sous la forme que l'on connaît toujours aujourd'hui est venue au tournant des années 1960 où l'utilisation de l'État du Québec, territoire sur lequel ils sont majoritaires, apparaît comme le moyen par excellence pour assurer le développement et l'épanouissement des Québécois. Pour les autres groupes, cette perspective a toujours été et est toujours impossible, d'où la raison pour laquelle les années 60 ont été le théâtre de déchirement entre les groupes francophones, des événements sur lesquels je reviendrai ultérieurement dans cette chronique. Mon propos est donc de traiter sommairement de la manière par laquelle les Acadiens ont pris les moyens de faire société depuis le 19e siècle jusqu'aux années 60. Nous verrons que ces efforts passent par des efforts à l'échelle locale, ou plutôt des territoires des maritimes où ils vivent, mais aussi par la participation
aux institutions du Canada français. Donc, avec la Confédération et la création de nouvelles entités politiques canadiennes, se développe un moment circulaire, si on peut dire ainsi, qui permet le décloisonnement du niveau local de la référence identitaire acadienne. Les discours définissant la nation entraînent la création d'institutions qui, en retour, favorisent la diffusion et le renouvellement de ces discours. La création de collèges bilingues et francophones en Acadie au 19e siècle permet la reproduction des élites qui reprennent les thèses dualistes, soit l'idée selon laquelle la Confédération est un pacte entre les deux peuples fondateurs, francophones et anglophones. Fondateur. C'est très Donc, bien il y a dit. des journaux qui sont fondus, le Moniteur acadien en 1867, l'Évangéline suit 20 ans plus tard, un journal qui était encore actif en circulation au 20e siècle. Maintenant, je sais plus, en fait. Non, pas de réponse. Personne ne le sait. Il y a des mutuelles qui sont fondées au tournant du siècle. Des évêques acadiens commencent à être nommés au sein de l'Église catholique au 20e siècle. En 1880, la Société Saint-Jean-Baptiste convoque des Acadiens à un rassemblement à Québec. L'idée germe d'une convention acadienne pour l'année suivante. C'est cette convention de 1881 qui réunit à Memramcook 5000 participants, dont une centaine sont vraiment actifs. Beaucoup y voient un acte fondateur parmi tant d'autres de la nation acadienne. Joseph-Yvon Thériault décrit la Société nationale l'Assomption, aujourd'hui la Société nationale de l'Acadie, fondée à la même époque comme une sorte de mini-gouvernement des Acadiens et des Maritimes. On fonde une fête nationale. Des participants proposent qu'on adopte, comme les francophones du Québec, la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. Les débats sont vifs, mais ils triomphent l'affirmation d'une spécificité de la nation acadienne. « Je dois m'opposer à l'adoption de la Société de la Saint-Jean-Baptiste comme fête nationale », s'écrie l'abbé Richard, car j'y vois une question de vie ou de mort pour les Acadiens comme peuple. L'abbé Cormier évoque même le risque d'un suicide national. « Où sera le nom acadien dans 20 ans d'ici si nous adoptons la Saint-Jean-Baptiste ?» demande Urbain Johnson de son côté. Les conventions se suivent au fil des années, en 1890, 1900, 1905, 1908. Celle de 1884 adopte un drapeau et un hymne national. La rupture avec le Québec est consommée. Où l'est-elle vraiment? Le destin de l'Acadie, il me semble, s'apparente à celui du reste du Canada français. D'abord par l'Église qui propage un discours messianique dans lequel les francophones du Canada ont comme mission confiée par la Providence d'évangéliser l'Amérique. La tentation de succomber au péril de la modernité les précipiterait invariablement vers la voie de l'assimilation à la majorité anglophone. L'influence de l'Église ne se dément pas. C'est ça. Et même si les Acadiens sont indubitablement animés d'une conscience nationale distincte, il n'en demeure pas moins qu'il se développe une certaine adhésion à la référence identitaire canadienne-française. J'en ai pour preuve l'adhésion d'Acadiens aux composantes non ecclésiastiques du réseau institutionnel, si on peut dire ainsi, canadien-français. Je me limiterai à la plus importante, à mon sens, soit l'Ordre de Jacques Cartier, une société secrète fondée en 1926. À sa dissolution, elle compte 550 cellules et plus de 5000 membres. Hey. Au plus fort de sa popularité, en 1955-56, le nombre d'adhérents atteint 11 300. Ça devait plus être tellement secret. D'ailleurs, elle était connue parmi les milieux non initiés comme la patente. C'était quoi le signe secret pour se reconnaître? Je sais pas, mais ça devait être quelque chose de très patriotique parce que c'est ce qu'ils étaient en réalité. Parce que c'est là qu'elle recrutait. Elle recrutait, c'était composé surtout de Franco-Ontariens et de Québécois, mais il y avait les Acadiens qui participaient aussi à ces instances, comme je disais. Ils venaient surtout de la Société Saint-Jean-Baptiste au Québec, par exemple. C'est seulement masculin, et les recrues doivent subir un rite d'initiation tenu secret que j'ai pas réussi à trouver. Ça, ils l'ont gardé. Je l'ai fait, puis je peux pas vous le dire. Est-ce que les membres de la Société Saint-Jean-Baptiste étaient de facto membres de l'Ordre de Jacques Cartier? Je pense qu'il fallait être recruté vraiment. Il fallait qu'on te spot. Le but de l'organisation était de faire avancer les intérêts des Canadiens français catholiques par l'entremise d'une élite militante infiltrant autant l'administration que les entreprises privées, et notamment de lutter contre l'influence des loges maçonniques et orangistes qui menaient toutes sortes d'actions visant à réduire l'influence des Canadiens français. C'est dans le fond une espèce de penchant WASP, disons, de ce genre d'association secrète-là. On vient toujours aux francs-maçons. Ouais, les orangistes aussi, ils sont pas mal dérangeants, disons.
voir donc ça visait des sectes qui visaient l'assimilation au contraire des Canadiens français et des Acadiens, leur empêchant leur accession à les postes de la fonction publique fédérale, aux écoles d'aviation civile ou à l'accréditation d'instituteurs. Donc les loges aussi, donc c'est ça. Donc c'était vraiment pour copier les tactiques des loges maçonniques et orangistes que l'ordre de Jacques Cartier procédait ainsi. Il était dirigé par un conseil nommé la chancellerie qui regroupait des comités régionaux eux-mêmes subdivisés en comités locaux. Bon, je pourrais encore vraiment parler très longtemps de cette société secrète-là, mais je vais pas le faire, seulement pour dire, ajouter de surcroît que la structure de l'ordre est complètement tyrannique et non démocratique, c'est la chancellerie qui décide de tout, ça se propage vers le bas. Donc, jusque-là, j'ai dépeint, je crois, une idéologie nationaliste et un réseau d'élite de manière, disons, dépassée par le fil de l'histoire, si on peut dire ainsi. Le Canada français, déjà au tournant des années 30, des années 1930, subit déjà certaines mutations importantes, donc la crise économique qui amène le déclassement des préoccupations nationalistes par celles sociales et économiques. On s'entend, les gens n'avaient plus rien à manger. Peut-être des souliers. Ouais, des souliers, peut-être. Donc, l'urbanisation poursuit son cours et est encouragée par la reprise de la croissance économique avec la Deuxième Guerre mondiale. Parallèlement à ça, l'augmentation de la population est alimentée tant par l'immigration que par le baby-boom. Ces transformations contribuent donc à changer le visage du Canada français et ont pour effet d'affaiblir de plus en plus le réseau institutionnel de l'Église catholique qui s'effritera brutalement au Québec avec la Révolution tranquille. Fait peu connu, le Nouveau-Brunswick connaît lui aussi en 1960 sous l'impulsion du nouveau gouvernement libéral de Louis Robichaud, par ailleurs le premier premier ministre acadien de la province. Ça connaît ça emmène des changements étatiques similaires à ceux que le Québec connaît à l'époque. Donc, l'État-providence provincial du Nouveau-Brunswick, chasse l'Église du rôle social qu'elle tenait de toute façon de plus en plus difficilement, même au Nouveau-Brunswick comme au Québec. C'est vrai qu'on savait pas ça. Non, c'est une révolution tranquille acadienne. Nouveau-Brunswickoise. Ouais, c'est ça. Donc, parallèlement à cet effritement du rôle de l'Église, il y a l'avènement de l'idéologie néo-nationaliste au Québec qui fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la province, le territoire national des Canadiens français et de son État le principal outil du développement de la nation. Ça laisse peu de place aux autres communautés francophones dans ce paradigme idéologique-là. Ouais. C'est d'ailleurs sur cette question qui est dissous l'ordre de Jacques Cartier en 1965. La disjonction du Canada français est publiquement consommée en 1967 lors des assises des États généraux du Canada français où les délégués, majoritairement des Québécois, adoptent contre l'avis des autres groupes une résolution qui proclame le droit à l'autodétermination de la nation québécoise cette fois-ci. Donc, s'enchaîne à partir de ça, et puis je boucle la boucle rapidement, des renouvellements identitaires dans toutes les régions, dans toutes les communautés francophones minoritaires, dont l'Acadie. J'ai mentionné l'effritement du réseau institutionnel de l'Église, mais les Acadiens accueillent favorablement les réformes du gouvernement de Robichaud, puis il s'en suit une profonde réflexion, renouvellement du nationalisme acadien à l'époque. Il y a un déclenchement des tendances séparatistes. En 1972, il y a le Parti acadien qui est fondé, qui prône la création d'une nouvelle province où les Acadiens du Nouveau-Brunswick. Du Nouveau-Brunswick. Séparation du Nouveau-Brunswick en deux, exactement. Donc, c'est des mouvements qui s'apparentent à ce qu'on voit beaucoup ailleurs. Est-ce qu'on assiste également à des mouvements de nationalisation de ressources où on crée des nouvelles institutions qui sont propres au Nouveau-Brunswick? Oui, c'est ça, mais la question, c'est qu'auparavant, les Canadiens, les Acadiens, n'ont pas le contrôle de l'État comme les Québécois l'ont. Par conséquent, c'est pas directement à eux que revient les bénéfices tirés, sauf que l'idéologie néo-nationaliste acadienne, à ce moment-là, dit il faut quand même s'investir dans l'État parce que les Acadiens sont pas aussi minoritaires que les Franco-Ontariens ou les Fransaskois ou les Franco-Manitobains le sont, par exemple. Puis ils déterminent que l'idée selon laquelle ils peuvent quand même jouer un rôle dans les décisions gouvernementales à venir. C'est ça. Intéressant. Ben, merci beaucoup, Antoine, pour cette chronique de feu. Dans les temps, dans les temps. Un petit signe, puis c'est tout. Il était rendu à la fin, en plus. Wow. Donc, Gabriel, en musique. Oui, on va continuer en musique. Là, donc, je vais pouvoir remonter
le volume du micro à Antoine parce que je baisse toujours beaucoup son micro parce qu'il parle très très fort. Donc, romantisme. On est comme dans le moins. Beaucoup d'intonation. Mais bon, bref, sans On plus aime ça. tarder, on Ouais. écoute Sans amour et sans remords de Caroline Savoie. J'avais vraiment bien préparé pour moi. Tu m'as bouleversée, je suis plus la même qu'avant toi. Tu m'as déshabillée et je t'ai tout donné. T'es ma plus grande faiblesse et je succombe sous l'ivresse. Et je te laisse m'enivrer de tes beaux mensonges et de tes baisers. Et je te laisse faire me virer à l'envers. Mais pour toi, je suis qu'un souvenir que t'as perdu dans le fond de ta mémoire. J'existe plus dans tes histoires, une figurante sans le savoir. Ton appel le samedi soir quand personne ne veut de toi. Et tu t'empares de mon corps sans amour et sans remords. Sans amour et sans remords. Tu m'as rendu malade, je pense à toi et ça me fait mal. Je sais que tu ne m'aimeras pas, plus d'une soirée sous tes draps. Mais tu m'as sur mes genoux, même si je sais à quoi tu joues. Je n'ai pas le cœur de m'avouer que quand je supplie, tu ne fais que t'amuser. Et moi je te laisse faire me virer à l'envers. Car pour toi, je suis qu'un souvenir que t'as perdu dans le fond de ta mémoire. J'existe plus dans tes histoires, une figurante sans le savoir. Ton appel le samedi soir quand personne ne veut de toi. Et tu t'empares de mon corps sans amour et sans remords. Sans amour et sans remords. Malgré tout, je t'oublierai, je répondrai plus à tes envies. Et quand je serai seule le matin, au moins ce sera pas dans ton lit. Je me remettrai sur mes pieds, je soignerai mes blessures que t'as laissées derrière toi, sans même nous revoir, sans même nous revoir. Car pour toi, je suis qu'un souvenir que t'as perdu dans le fond de ta mémoire. De retour à Histoire de passer le temps spécial Acadie, Amélie Roy-Bergeron au micro de choc.ca. Et nous pensions que nous avions tout le temps du monde quand on a commencé tout ça, mais finalement on est coincés. Alors allons tout de suite avec David Gérard et la littérature acadienne. Le temps Mais file, oui. et oui, je vous parle de littérature. Hein. Je continue sur le sujet. Je reprends la balle au bon, celle qu'Antoine a garachée à travers le studio allègrement depuis tantôt. Jusqu'aux années 60, la littérature acadienne est dominée par le débat nationaliste. Comme vient d'expliquer Antoine, là, vous irez réécouter sa chronique si vous avez perdu des bouts. C'est pas très grave, en gros. Pendant les conventions nationales acadiennes, le récit va servir d'assise à l'identité acadienne. En tout, 16 conventions du 9e et 20e siècle suivants sont organisées avec l'intention de défendre les intérêts généraux des Acadiens. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan culturel, la littérature acadienne est dominée par le débat nationaliste également. L'histoire acadienne vit à travers essais, pièces de théâtre, romans, recueils de poésie. Les premiers écrivains acadiens font revivre l'histoire et recréer les grands mythes de l'Acadie. Ils défendent sa langue, ses traditions et sa religion. Le récit commun s'articule autour d'une littérature convaincue qu'elle doit jouer un rôle dans la définition d'une identité acadienne distincte. C'est pas évident tout ça, ces mots-là. Fait que donc le premier texte fondateur de cette littérature-là, Ce serait c'est Évangeline qui Exactement. rappelle d'abord un premier mythe, disons. C'est dans exactement tout ça, oui. Comme on disait tantôt. Ouais, voilà. Ben, c'est pas moi, mais... Comme ça a été dit plus tôt, Ouais, oui, c'est effectivement. Au cours des années 70, les auteurs franco-canadiens en dehors du Québec, Antoine vient justement d'en parler, constatent la disparition de l'ancien Canada français et voient la nécessité de redéfinir la littérature francophone au Canada. En fait, impossible pour les auteurs francophones du Canada de s'identifier à la littérature dite canadienne parce qu'elle est écrite principalement en anglais.
Avec la littérature québécoise, qui se réfère désormais à un espace géographique bien précis, il importe pour les auteurs franco-canadiens et acadiens d'inventer de nouvelles références différentes de celles du Québec et de celles du Canada français. Merci, Amélie. Ramasseuse de feuilles. L'identité canadienne a des racines bien plus anciennes que l'identité franco-québécoise. D'ailleurs, dès 1884, les Acadiens insistent pour obtenir une fête nationale et un drapeau différent des francophones du Québec. Et depuis 1755, date de la déportation, l'effacement de leur propre histoire est une menace constante à leur propre existence. Cela dit, dans la littérature des années 70 en Acadie, deux tendances se dessinent. La première, illustrée par Antonine Maillet, est tournée vers justement la mémoire, le passé. Antonine Maillet, née en 1929, a connu son plus grand succès avec la publication de La Sagouine en 1971. La pièce met en scène une vieille dame qui vit dans la pauvreté, symbole des classes populaires acadiennes. Devenue à 72 ans une laveuse de plancher, le personnage principal décrit son parcours et celui des siens. Elle parle sans crainte, dans son langage local, le chiac. Elle parle de sa vie et d'elle-même, une Acadienne qui vit entre des anglophones du Canada, des Français de la France et des Canadiens français du Québec. Amélie? Oui? Je propose qu'on se gâte et qu'on écoute un extrait de La Sagouine. Oui! Des Français que nous avons dit, des Canadiens français. Ça se peut pas, ça non plus. Des Canadiens français, ça c'est du monde qui vit à Québec. Puis les appelons des Canadiens, des Québécois. Ben, comment c'est que je pouvais être Québécois si je vivais en point à Québec? Pour l'amour de Dieu, you sais que c'est que je vive en nous autres. En Acadie, qui nous avons dit, puis je sens des Acadiens. Ça fait, j'avais entrepris de répondre à leurs questions de nationalité comme ça, des Acadiens. Voilà, ce sont des Acadiens. Elle se cherche à Sagouine ici. C'était un peu malaisant hein, par moment. Il y a qui, on ne sait pas pourquoi. Mais l'extrait est plus long, évidemment. Je l'ai coupé parce qu'on aurait manqué de temps. Antonine Maillet s'impose ensuite comme une véritable romancière avec plusieurs autres romans, dont Pélagie la Charrette, publié en 1979, ouvrage avec lequel elle remporte le prix Goncourt, l'un des plus prestigieux prix littéraires en France. Après avoir remporté le prix, un journaliste lui demande si elle est une Acadienne du Canada, une Canadienne de l'Acadie, une Française de l'Acadie ou une Canadienne française. On dirait une scène d'Elvis Gratton. Elle répond qu'elle est une Acadienne appartenant à la francophonie nord-américaine. Voilà comment elle se définit, Antonine Maillet. Elle enchaîne ensuite sur son roman à elle. On écoute le reste de sa réponse. Mais alors, est-ce que votre roman est l'expression d'un combat politique? Il est un combat, plus que politique, il est historique. C'est une politique avec un P majuscule. C'est une lutte pour la survie, c'est une lutte pour les droits de l'homme, pour l'identité de cette petite culture qui quand même se projette dans une vaste culture qui est la française. Et cette lutte-là qui dure depuis 3 siècles, eh bien, elle peut dans un sens s'appeler politique. Mais je crois qu'elle est avant tout culturelle. Alors après ce que vous venez de dire, Antonine Maillet, j'ai envie de vous appeler Pélagie. Et ça me fait plaisir. Et à ce moment-là, je vous invite à monter avec moi dans ma charrette parce que cette Pélagie qui remonte toute l'Amérique à pied pendant 10 ans, elle remonte l'Amérique pour aller refonder, pour aller donner naissance de nouveau à cette Acadie qui allait être perdue sans elle. C'est un combat de vie ou de mort et je crois que nous avons tous vaincu. Elle est contente, de toute évidence. Wow, ben merci. C'est donc bien des beaux extraits que tu as choisis. Il m'en reste un autre. Parce que la seconde tendance dans la littérature acadienne est à l'époque représentée par de plus jeunes auteurs qui veulent se dégager du poids de l'histoire. On pense ici à Herménégilde de Chiasson, artiste acadien et éventuellement lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, qui prône une sortie de l'obsession de la langue et le développement d'une identité acadienne qui revendique ses droits fortement. Dans une entrevue pour l'émission Jean de Montpellier diffusée le 28 septembre 1975, il affirme qu'il y a des Acadiens mais pas d'Acadie. On en a parlé un petit peu depuis le début de l'émission. Là. Les Acadiens sont répartis à travers plusieurs provinces. Ils sont concentrés surtout sur la survivance. Et ce qui unit cette nation, c'est la déportation. Son œuvre et son combat politique s'articulent autour du changement de mentalité. Et je propose qu'on l'écoute d'ailleurs à ce sujet. C'est qu'on n'est pas organisé du tout au point de vue économique ou religieux ou quoi que ce soit. À l'heure actuelle, je crois que le travail s'est surtout fait dessus la mentalité acadienne. C'est-à-dire dire aux gens, c'est pas vrai ce que vous êtes perdant en partant. Les lois ont peut-être été écrites comme ça, mais ça, les lois, on peut les changer. Il n'y a rien qui nous dit que ça doit rester comme ça pour toujours.
Alors, c'est ce sentiment-là de défaitisme, de dire on est trop petit, on va se faire manger, qu'il faut ôter, qu'il faut dire aux gens, c'est pas vrai. On a un dispositif politique, on a des gens qui travaillent à l'intérieur du milieu politique, mais ces gens-là pensent pas du tout que par exemple, l'Acadie peut former une collectivité. Si ça change pas, on perd tout. Par contre, si les Acadiens décident qu'ils peuvent faire des interventions politiques, eh bien, à ce moment-là, moi, je vois un espoir pour qu'il y ait une nouvelle Acadie. Ah, ça ressemble à ce qu'on a vu ici au Québec avec le discours de l'évêque qui disait qu'on est quelque chose comme un grand peuple, pas un petit peuple. En tout cas, je ne me souviens plus exactement de la citation. C'était pas dans mon texte. Ouf. Cette volonté de dénoncer la résignation amène Herménégilde de Chiasson à écrire et publier en 1974 « Mourir à Skoudouk ». J'espère que c'est ça, je m'excuse pour la prononciation. À Skoudouk? Oui, Skoudouk, c'est bien ça, Skoudouk? Ah! Voilà, un assemblage de poèmes, essais et textes politiques qui deviendra un véritable succès littéraire. Évidemment, le fait d'être acadien n'oblige pas tous les auteurs à centrer leurs œuvres sur l'Acadie, mais la question identitaire est centrale dans la littérature acadienne des années 70, de même que la définition des frontières de l'Acadie. Dans les années 80, l'Acadie se dote d'organismes favorisant l'action commune et politique. La question identitaire est considérée comme close au cours des années 90, jusqu'à ce que plusieurs écrivains du Nouveau-Brunswick tentent d'imposer le chiac comme langue littéraire. À ce sujet, le désir de toucher le plus grand nombre possible de lecteurs francophones influence d'ailleurs la plupart des auteurs à tendre vers le français normatif, langue commune de la francophonie nord-américaine. Est-ce qu'il y a eu un appel au chiac un peu dans la même mouvance qu'il y a eu ici, un peu un appel au joual qu'on a vu ici au Québec avec des artistes comme Michel Tremblay qui en ont fait vraiment comme une fierté presque? Est-ce qu'on a vu le même type de revendication identitaire liée au chiac? Oui, je ne saurais répondre en détail à la question, mais je confirme que oui. Et Zachary Richard, c'est un peu ça aussi qu'il fait. Il reste très proche de son langage, puis c'est quelque chose qui met de l'avant, finalement. Ouais. Puis les auteurs comme Antoine Maillet, c'est aussi ce sur quoi elle a misé beaucoup, en fait. Oui, mais c'est ça, dans les extraits que tu nous as montrés, en fait, il y avait, on a vu la différence entre la femme, sa façon de s'exprimer naturellement, disons, et son personnage que c'était pas le même langage, en fait. Non, tout à fait. Mais les termes étaient communs entre les deux. Et elle s'adresse à un journaliste français, elle adopte un ton... français normatif, mais international, exactement. Et puis le personnage qui est ancré dans une Acadie populaire, vraiment un langage local, coloré, qui fait la fierté de cette population-là, de ce peuple-là. OK. Ben c'est très intéressant. Est-ce que c'était terminé? Oui, j'avais fini. OK, ben je voulais pas t'interrompre avec mes questions pièges. Excellent. Donc, on va aller tout de suite en musique. C'est comme un dernier sprint dans notre dernière demi-heure, Gabriel. Ouais. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec Lisa Leblanc. Je suis pas un cowboy. Je suis pas un cowboy, mais j'aime ça. Prétendre que je suis. J'ai pogné à Saint-Tite.
De retour à Histoire de passer le temps spécial Acadie sur choc.ca. Amélie Roy-Bergeron au micro. Brièvement, en fait, si je fais un petit wrap-up de tout ce qu'on a parlé, on a parlé beaucoup de la symbologie liée aux Acadiens. On a parlé notamment du drapeau, du Congrès mondial acadien, de l'hymne national, de Évangéline aussi, qui est très fondateur dans ce mythe-là. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait oubliées, Alison? Ben, peut-être un petit oubli, oui, que je crois les Acadiens nous taperaient un peu sur les doigts si on n'en parlait pas. Donc, on va le mentionner parce que c'est une des représentations peut-être les plus évidentes qui nous viennent à l'esprit, en fait, lorsqu'on parle de l'expression de l'identité acadienne, c'est-à-dire le tintamarre, bien sûr. C'est avec des grelots, le tintamarre? Bien sûr, tout à fait. Entre autres. Les choses qui font du bruit. Ouais. Donc, il s'agit aujourd'hui d'une tradition qui a lieu tous les ans en Acadie, mais aussi ailleurs dans le monde, jusqu'en France même, quand même, dans le cadre de la fête nationale acadienne. Le tintamarre, au départ, a été tenu pour la première fois en 1955 à Moncton, sous l'impulsion de l'archidiocèse de Moncton. Donc, au début, une petite saveur religieuse à la chose. Ensuite, la deuxième édition, ça va seulement en 1969, donc quand même un bout plus tard, mais depuis, la célébration de la fierté acadienne à travers lui s'est répandue et ce sont aujourd'hui des milliers d'Acadiens qui participent à cette tradition chaque année. Qui est le 15 août. 15 août, la fête nationale. Le jour de la fête nationale acadienne. En effet, Notre-Dame de l'Assomption. Voilà. Mais merci beaucoup pour ces précisions. Puis on va aller tout de suite à Cassandre et le Madawaska. Mais oui, je suis comme la seule qui ne fit pas, en fait. Vous autres, c'est tout chronologique. Puis moi, j'arrive à la fin. Madawaska, pourquoi pas? Hein? Allez, hop. Non, c'est une étude de cas. Ouais. Une étude de cas, exactement. Bon. Donc, vous connaissez probablement, bon, là, en fait, je dis connaissez probablement comme si on en avait pas parlé. On vient d'en faire 1 heure, 2 heures. Le Congrès mondial acadien qui se réunit tous les 5 ans depuis près de 25 ans. Donc, en 2014, cet événement a été accueilli par l'Acadie des Terres et Forêts. Ce territoire, communément appelé le Madawaska, comprend la partie nord-ouest du Nouveau-Brunswick, le sud du Témiscouata au Québec, ou en fait le Témiscouata, et le nord-est du Maine aux États-Unis. La tenue du Congrès a produit des retombées d'environ 28 millions de dollars et ils ont eu une participation frôlant les 200 000 personnes. Pas mal quand même. Voilà, donc c'est un projet d'envergure pour la grande région du Madawaska, mais un projet qui soulève aussi certaines interrogations. Depuis quand les gens du Madawaska s'identifient comme des Acadiens? Qu'est-ce qui les représente? Leur territoire s'étend non seulement sur 2 provinces et un État, mais aussi sur 2 pays dont l'histoire, la mémoire et le patrimoine ont évolué différemment. Et c'est quoi d'abord l'Acadie? On en a parlé tout au long de ces 2 heures. Jérémy aussi, notamment, en a beaucoup parlé. Et ici, moi, je suis allée voir sur Wikipédia, un site notable pour connaître l'histoire de l'Acadie. Donc, on se rend compte, bon, elle couvre une grande région qui comprend de petites parties, bon, on l'a tout déjà dit, mais en fait, surtout le nord et l'est du Nouveau-Brunswick. On s'aperçoit aussi que l'Acadie comprend le Madawaska. Mais depuis quand? Parce que pourtant, dans la tête de la plupart des Acadiens et de la population en général, cette région est loin de faire partie de l'Acadie qu'on associe d'habitude à la mer et au homard, pour ne nommer que ces éléments. Des éléments identitaires très forts. Les bassins d'irrigation. L'irrigation, oui. D'abord, sachez que les habitants du Madawaska sont appelés les Braillons et les Braillonnes, et non pas des Acadiens et des Acadiennes, même si, dans les faits, Braillon était utilisé par les francophones du Québec pour parler des Acadiens qui vivaient dans cette région. Pourtant, les Braillons ne sont ni Acadiens ni Québécois, mais un mélange de plein de cultures. D'ailleurs, en 1820, Thomas Albert a écrit dans l'histoire du Madawaska que les Acadiens et les Canadiens français avaient fusionné en un type distinct à cause de l'isolement géographique et de l'indifférence des populations environnantes. C'est pour ça... C'est triste un peu. C'est pour ça que j'ai choisi de brosser un portrait historique de cette région, parce qu'à première vue, ça fit moyen avec l'image qu'on se fait de l'Acadie et des Acadiens. Et pour être honnête, ça ne fait pas très longtemps que des gens s'affirment être des Acadiens sur ce territoire. Donc, topo historique, l'histoire du peuplement de la région débute au 18e siècle, mais les colons n'étaient pas les premiers à la fréquenter. Vous me voyez probablement venir, c'était des Autochtones, les Malécites, qui occupaient les lieux, mais de manière occasionnelle. Donc, c'était surtout un lieu de passage plutôt qu'un lieu d'occupation. Les Malécites occupaient un territoire réparti environ entre Rivière-du-Loup, au nord, qui descendait jusqu'au sud à Saint John, au sud du Nouveau-Brunswick.
La rivière Madawaska et la rivière Saint John, qui traversent encore aujourd'hui, presque tout ce territoire leur permettait donc de l'occuper de long en large. Ce n'est que vers la fin du 18e siècle, donc après la déportation, qu'une présence européenne s'est montrée le bout du nez dans la région. Colons acadiens et canadiens arrivent et vont pratiquer l'agriculture. On parle donc de la deuxième Acadie, celle qui se crée entre la proclamation royale de 1763 et les années 1850, marquée par des Acadiens qui veulent s'installer le plus loin possible de leur ennemi, les Anglais, et donc recréer leur ancien pays sans interférence de l'extérieur. Ça fait partie des raisons qui poussent les colons à s'installer dans ce bout de pays qui, à l'époque, était encore plus perdu qu'aujourd'hui. Mais ce n'était pas la seule raison. Le gouvernement octroyait des concessions de terre généreuses à ceux qui voulaient s'y établir parce que c'était une région stratégique à la limite des États-Unis et qui créait aussi une voie de communication entre le sud du Nouveau-Brunswick, où Fredericton, autrefois Sainte-Anne-des-Pays-Bas, est devenue la capitale en 1785, et Québec. Donc, oui. En occupant le territoire, on pouvait le revendiquer comme un territoire canadien, c'est ça? Exactement. Donc, de nombreuses familles s'y rendent, s'y installent et réussissent assez rapidement à passer par-dessus l'économie de subsistance. Les cultures au Madawaska fonctionnaient très bien, ce qui leur permettait même d'exporter leur blé rapidement. Les colons vont toutefois se tourner vers la forêt, qui va devenir une zone d'activité très dynamique. Les bûcherons et les draveurs sont très nombreux dans la région et sont aujourd'hui très importants pour l'histoire du coin. Donc, l'industrie forestière se développe rapidement au 19e siècle, dû surtout à la demande de la Grande-Bretagne pour la construction navale. Le pin blanc se retrouvait en abondance dans la vallée et est alors très recherché pour construire les mâts de navires. Le fameux pain blanc, qui n'existe plus tellement il a tout été coupé. Ah, oui, bien sûr. Pendant un instant, j'ai cru qu'on parlait de pain blanc. Aussi de genre comme le pomme. pain. Ouais, non, le pain, fruit, le pain l'arbre. Oh, il est temps que cette émission finisse, hein, tout le monde? Donc. Au milieu du 19e siècle, l'industrie est touchée par le conflit de la frontière qui oppose le Maine au Nouveau-Brunswick. La coupe et le transport du bois sont perturbés pendant plusieurs années. Retour sur cet événement, comme dirait David. En 1838, la tension au sujet de la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick était à son comble. Des conflits entre différentes ethnies, d'autres portant sur des intérêts commerciaux divergents, mènent à une confrontation qui a depuis pris le nom de guerre d'Aroostook. Je ne vous en parlerai pas plus parce qu'il n'y a pas véritablement eu de guerre, il n'y a pas non plus eu d'assaut, mais les deux parties préparèrent leurs troupes. Les Britanniques et les Américains étaient obligés de retourner à la table des négociations, donc il y avait eu la guerre de 1812 pas longtemps auparavant, pour parler d'un traité qui établirait clairement et définitivement les limites territoriales communes. En 1842, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont signé le traité Webster-Ashburton pour régler les différends frontaliers entre le Nouveau-Brunswick et le Maine, mais aussi dans la région des Grands Lacs. Une clause du traité prévoyait la navigation gratuite pour les produits américains et britanniques sur le fleuve, ce qui a permis aux opérateurs forestiers dans la région de conserver le droit de flottage du bois. Petite anecdote concernant ce traité, la nouvelle frontière là, qui va se créer à ce moment-là, si on part du Nouveau-Brunswick, suivait la rivière, oui, je dis tout le temps au passé, mais suit encore aujourd'hui. La rivière est toujours là, Cassandre. Suit la rivière Saint John et remontait vers le nord-ouest. Pour la tracer, les Britanniques et les Américains ont dû parcourir cette rivière en bateau. Or, ce qui est arrivé à un certain moment donné au nord-ouest, c'est qu'au lieu de continuer sur la rivière Saint John, ils ont pris une embouchure et se sont aventurés sur la rivière Saint-François, qui montait au nord jusqu'à Poinégamook. Donc, à un moment donné, rendu au lac Poinégamook... Quel mauvais chemin! Les bonhommes se sont aperçus que la rivière était terminée, elle se terminait avec le lac, qu'ils s'étaient trompés, et au lieu de rebrousser chemin, ont décidé de tracer une ligne bien droite dans les terres à partir de là, alors qu'au départ, ils devaient continuer de suivre la rivière Saint-John, et ça allait devenir la frontière au sud du Québec entre la province et les États-Unis. Et le Maine, dans le fond, qui est là. Ouais. Si vous observez le tracé sur une carte, vous remarquerez que ça aurait fait beaucoup plus de sens de suivre la rivière Saint-John. Fait que tout ça, c'est une erreur, finalement. Oui, il y en a eu d'autres, hein, mais oui, ça en est une bonne, celle-là.
Donc, à première vue, on peut penser que les Brayons ont été les perdants de ce traité puisque leurs terres et leur population ont été divisées entre les deux pays alors que avant ça, ils vivaient de chaque côté de la rivière. Mais en fait, pas vraiment, finalement. Parce que la frontière, même si elle est tracée clairement, n'a pas changé grand-chose concrètement et les familles ont continué quand même de vivre de part et d'autre de la rivière. Elle est poreuse, là. C'est poreuse très longtemps, la frontière. Oui, jusqu'en récemment. 2001, en fait. 2001. Ouais, je vais en reparler un petit peu. Je vais en reparler dans 3 minutes. Donc, l'élément qui a le plus changé et qui s'est fait à long terme, c'est la langue. Les gens qui vivaient du côté américain n'ont pas eu droit jusqu'aux années 60 de parler le français à l'école. Donc, ça va beaucoup changer leur rapport à l'histoire acadienne, en fait. Et à l'histoire brayonne et madawaskayenne. Donc, après 1850, la situation politique est plus stable, les chantiers se multiplient sur le territoire et des scieries sont construites. L'industrie du boîtillage connaît alors une évolution importante. Au début du 20e siècle, on assiste à la transition de l'industrie du boîtillage à celle des pâtes et papiers. En 1917, la construction de l'usine de la Fraser Companies Limited à Edmundston a marqué le début d'une nouvelle époque pour le secteur forestier. Dans ses plus belles années, la compagnie a embauché près de 1000 travailleurs à ses installations d'Edmundston et est devenue l'un des pôles économiques de la région. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, c'était un peu partout, en fait, c'était ce qui se produisait, de grosses compagnies. Fraser était aussi présent à Rivière-du-Loup, juste un peu plus au nord, et reconnu pour son industrie forestière. Donc, la seconde moitié du 20e siècle a vu de grandes transformations à la suite de ce boom économique-là dans le secteur forestier, comme ailleurs en Amérique du Nord. La mécanisation... Pardon, je me gratte le nez. La mécanisation du travail en forêt et l'automatisation des usines ont entraîné des coupures de postes et des changements importants dans l'organisation du travail. Malgré tous ces changements et bouleversements, l'industrie forestière demeure encore aujourd'hui un important secteur économique au Madawaska. Oui, encore maintenant, c'est une grosse économie dans ce coin-là. Oui, malgré que ça soit plus aussi grosse qu'avant. Disons qu'il y a plus grand, il y a plus beaucoup il y a pas une grosse diversité économique là, dans la région, mais l'activité forestière demeure assez importante. Donc, j'ai essayé de vous montrer un portrait rapide de l'histoire de la région qui est marquée par la forêt. Et même si on s'entend pour dire que la région est constituée en grande partie d'Acadiens, d'origine acadienne et de Canadiens français, les gens de la région se sont, avec le temps, créé une culture et un patrimoine bien à eux, notamment parce qu'ils étaient isolés du reste de l'Acadie, mais aussi isolés tout court. Ouais. Avec le temps, le Madawaska en est venu à ne comprendre pratiquement qu'Edmundston, le centre en fait de la région, alors que les frontières se faisaient de plus en plus difficiles à franchir avec le Maine, surtout depuis 2001. Donc depuis 2001, avec le 11 septembre, les Américains ont vraiment fermé les frontières à ce point-là, parce qu'en fait, Edmundston, c'est à côté de la frontière. Il y a la rivière, et si on traverse la rivière, on arrive de l'autre côté. Et pendant très, très longtemps, il y avait des familles qui vivaient des deux côtés. Et depuis 2001, c'est devenu de plus en plus difficile pour les familles de se côtoyer. On ne peut plus aller et venir comme c'était le cas auparavant. Et au Québec, le Témiscouata avait un peu oublié qu'il avait autrefois fait partie d'une culture acadienne ou madawaskayenne. Les gens au Témiscouata ne savent pas vraiment qu'ils ont des origines qui proviennent des Acadiens, en fait. Jusqu'au Congrès mondial acadien de 2014, qui s'est tenu, je vous l'ai dit, dans cette région. À ce moment, il y a eu une sorte d'éveil de la population qui a pris connaissance de ses racines, de leur histoire oubliée. Et depuis 2014, l'Acadie des terres et forêts est de nouveau sur la map parce que les gens de la région savent désormais qu'ils font partie de cet héritage. Comme si avant, vu qu'ils ne savaient pas, l'Acadie, il n'y avait pas d'Acadie dans cette parcelle-là. Quand tout ce temps-ci, l'Acadie était en eux. C'est voilà. Si bien dit. Donc, finalement, la machine à tourisme que constitue l'organisation du Congrès mondial acadien a fait sa job, réussi à faire renaître une nouvelle Acadie oubliée autant par ses habitants que par la diaspora.
En fait, si je peux me permettre, même c'est peut-être là toute la beauté du Congrès mondial acadien, quelque part, c'est qu'il y en a plusieurs Acadiens répartis un peu partout à travers le monde qui effectivement avaient oublié cette appartenance-là à l'Acadie, mais dans les années 70-80, on constate une sorte d'échec de la définition de l'Acadie à une conception purement territoriale. Donc on cherche justement à sortir de l'Acadie des Maritimes, rejoindre les Acadiens oubliés, entre guillemets, ce qui donne lieu à des braillons qui, effectivement, se rattachent à l'Acadie aujourd'hui. Ouais. Gab? Oui, j'avais une question, en fait. Puis quand tu parlais de l'industrie forestière, que c'était bon le centre de l'économie, puis encore aujourd'hui, ça a de la misère à se diversifier, bien, ça a aussi changé considérablement le territoire. C'est-à-dire que quand on circule sur l'autoroute 2, aujourd'hui, puis on regarde les montagnes... L'autoroute 2? Ouais, l'autoroute 2 au Nouveau-Brunswick. Ah oui, c'est celle-là. En fait, moi, je dis, il se trompe, il veut dire l'autoroute 20. Hein? Il a oublié un chiffre. Parce que pour se rendre, tu prends la 20, après ça, tu prends la 85. 2 fois 10. Puis après ça devient la 2. Mais quand tu regardes les montagnes, le paysage, ben, en fait, les montagnes n'ont plus d'arbres. C'est quand même assez intéressant de voir l'évolution de l'industrie économique qui transforme le paysage. Ben, c'est ça, c'était mon grain de sel environnemental. Ben, c'est vraiment intéressant, en fait. Puis le rôle du Congrès mondial acadien qui définit au final que l'Acadie, c'est là où il y a les Acadiens. C'est ça. En eux. En eux. Dit Antoine. Dedans eux. L'Acadie est en chacun. Moi, je me dis qu'ils doivent se rencontrer après un Congrès mondial acadien. Ils disent, bon, c'est où qu'on fait le prochain? On va aller à un endroit où les gens, ils savent pas. Ils sont pas au courant, puis on va leur transmettre un peu ces racines-là. Puis là, c'est celui qui trouve le spot le plus inconnu, le plus loin possible. Fait que l'année prochaine, ça va être dans le studio de Choc. Donc, on a maintenant les Acadiens en nous, donc ça va être ici. Mais dans la catégorie lieu de la diaspora acadienne, Gabriel, tu nous avais préparé un petit truc. Ben oui, en fait, j'ai un mini-segment, puis tu sais, habituellement, je parle en début d'émission, puis... les auditeurs, les auditrices qui sont habitués de nous écouter, ils disent « Hey, comment ça, on n'entend pas Gab parler au début? » On t'a gardé pour la fin. Ben oui. Mais non, arrêtez d'écouter l'émission, en fait. Fait que là, il faut arrêter parce que là, je vais rentrer dans mes sujets ultra palpitants. Parce que plusieurs d'entre vous sont au fait que je suis un grand partisan de l'histoire régionale, et plus particulièrement celle de Lanaudière. Bon. Mes chroniques plus qu'intéressantes sur Repentigny. On a un grand soupir ici, hein? Et voilà, ça recommence. Donc, mes chroniques plus qu'intéressantes sur Repentigny et sa région me permettent de continuer sur cette lancée. Donc, pourquoi parler de Lanaudière au sein d'une émission spéciale qui porte sur l'Acadie? C'est en raison que cette région a été une terre d'accueil pour les déportés acadiens. Hein? On ne savait pas. Encore une nouveauté. Donc, en fait, les communautés acadiennes s'étaient installées dans Lanaudière, ont contribué à son développement tant social qu'économique. C'est même dire qu'ils ont été les colons qui ont ouvert l'expansion de Lanaudière dans l'arrière-pays. Parce qu'après la guerre de conquête, la portion territoriale occupée par les colons canadiens dépassait guère les premiers rangs seigneuriaux. Donc, dans les fameux rectangles qu'on voit sur les cartes, là, c'est des terres. Donc, le deuxième rang, ben, c'est pas occupé. Donc, ces rangs seigneuriaux sont principalement situés sur la rive nord du fleuve et, par exemple, la rivière des Mille-Îles. Donc, les premières familles à s'installer sur les rives de la rivière l'Assomption dès 1760 sont issues des paroisses de Beaubassin et Menoudi dans l'actuelle Nouvelle-Écosse. Donc, c'est par le traité de Paris de 1763 que les Acadiens sont autorisés à quitter les colonies anglaises et rejoindre le Québec. Donc, Québec qui était maintenant une province anglaise. Donc, Murray, donc le gouverneur James Murray, offre des terres à tous les migrants dès 1765 afin de peupler la colonie. Donc, les Sulpiciens, propriétaires de la seigneurie de Saint-Sulpice sur les rives du fleuve, concèdent des terres à des familles acadiennes jusqu'au ruisseau Saint-Georges, ce qui jette les bases de la paroisse de Saint-Jacques. Certains des missionnaires sulpiciens avaient séjourné dans le bassin des mines en Acadie. Donc, on peut croire qu'il y aurait eu un sentiment de sympathie envers les déportés. Donc, on a des terres à coloniser, venez nous voir. Puis cette seigneurie-là, elle est à l'entrée de Lanaudière. Ouais, c'est ça, en fait. Sur la rive du fleuve, il y a la seigneurie de Repentigny, donc qui est juste à l'est de Montréal. Ensuite, la seigneurie de Saint-Sulpice. Puis elle s'étend également vers le nord. Évidemment, bon, c'est du bois. Hein. Il y a personne qui habite à part sur les rives. Donc, la seigneurie de Saint-Sulpice est ouverte à une expansion vers le nord. Donc, c'est vraiment au cours des années 1770 jusqu'aux années 1830 que les réseaux familiaux vont se consolider autour de la paroisse de Saint-Jacques sous l'hospice du curé Jacques de G. Donc, la paroisse est nommée en son honneur, évidemment. Au total, 117 familles vont s'installer avant le 19e siècle.
Donc aujourd'hui, c'est circonscrit dans le comté de Montcalm. Donc, dans la Naudière, évidemment. Les familles acadiennes se sont investies dans la fondation de nouvelles paroisses qui s'échelonnent sur les municipalités de Saint-Jacques, Saint-Alexis-de-Montcalm, Saint-Ligory et Sainte-Marie-Salomé. Donc, si on s'appuie sur l'idée de l'expérience du déplacement, cette diaspora est forgée, évidemment, sur l'appartenance au territoire qui est quitté, mais va aussi se consolider sur le nouveau territoire avec la mémoire collective. Donc aujourd'hui, l'identité acadienne ne se manifeste pas dans la volonté de l'État-nation, on en a parlé beaucoup tantôt, mais comme un espace qui est plutôt transfrontalier. Donc c'est ainsi que la nouvelle Acadie, donc celle de la Naudière, les citoyens se revendiquent d'une identité qui transcende le territoire, mais est célébrée dans sa survivance. En ce lieu, plusieurs institutions permettent l'épanouissement de cette culture. Donc si vous y allez... en tout cas, je vous invite à y aller. Il y a beaucoup de drapeaux acadiens, justement, dans cette région. Donc, elle s'illustre par le Festival acadien de la Nouvelle-Acadie, qui en est à sa 18e édition, donc depuis le début des années 2000. Et puis, l'été dernier, l'événement fort du festival, donc, il y a eu l'inauguration de la Maison de la Nouvelle-Acadie à Saint-Jacques. Donc, c'est un musée qui retrace le parcours acadien dans la Naudière. Et puis, dans le fond, si vous voulez aller faire un tour, moi, j'aurais bien aimé ça y aller pour faire un petit compte-rendu, mais c'est fermé l'hiver. Donc, vous pouvez y aller à partir de la Fête des Patriotes, soit au mois de mai. Puis ça, c'est jusqu'à l'Action de grâce, durant l'été. Donc, évidemment, bon, je pourrais en parler davantage de la question de la Nouvelle-Acadie, mais ça a été peu traité par l'historiographie, mis à part quelques contributions de part et d'autre. Moi, Gab, je profite du fait que tu parles des Patriotes pour saluer les gens du village de l'Acadie dans l'agglomération de Saint-Jean-sur-Richelieu. Hein. Quand Colborne, général Colborne, est allé mater les rébellions patriotes sur la rive sud, il avait utilisé l'église de l'Acadie pour ranger ses chevaux. Clin d'œil à l'histoire. Le petit torieux. Voilà. Ben, c'est ce qui conclut cette émission marathon de 2 heures sur l'Acadie. Je vous remercie tellement d'avoir embarqué avec moi dans ce projet un peu fou de faire une émission de 2 heures sur... Et pourtant, on en aurait encore tellement à dire. Une autre heure. Donc, mais merci d'avoir proposé, à vous autour de moi, d'avoir proposé des sujets aussi chouettes, d'avoir participé à ce projet-là. Je trouve ça vraiment incroyable. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Donc, merci à Cassandre Roy-Drainville, Alison Blackia, Gabriel Thériault, Antoine Brousseau-Desaulniers, Jérémiel Saint-Louis et David Girard. Et c'est Amélie Roy-Bergeron au micro qui vous souhaite de joyeuses fêtes. Oui, on se retrouve tous en janvier et si pendant le temps des fêtes comme ça vous avez envie de nous réécouter, vous pouvez profiter de ce temps-là pour écouter nos émissions du passé disponibles en podcast sur le site de Choc, sur les plateformes Apple et Google de balado-diffusion et récemment sur Spotify. Voilà. Bonne fête, joyeuse bonne fête. Joyeux Noël et joyeuses fêtes. Bravo!